pourquoi, alors qu'il est ouvert sur mon... Ça marchait il y a 2 secondes. Alors, attendez. Hop. C'est toujours comme ça. Ah, voilà. C'est bon. Là, c'est bon? Parfait. C'est bon? Super. Nickel. Alors, je suis ravie d'être là parmi vous. Moi qui suis aussi une ancienne SK, hein, je dois être la plus âgée presque. Non, pas forcément, Non, mais non, je ne crois pas. enfin, de toute façon, ce n'est pas très grave. Mais voilà, simplement vous dire que j'avais passé, moi, à l'époque, c'était 4 ans, les SK, 4 années absolument extraordinaires. Je pense qu'on façonnait pas mal ma vie avec des croyances plutôt positives. En tout cas, j'en ai un excellent souvenir et j'espère que c'est le cas pour tout le monde, toutes celles qui sont là aujourd'hui et pouvoir s'appuyer sur ce que vous avez vécu pendant ces 4 années pour continuer sur votre lancée. Alors aujourd'hui, un sujet passionnant sur les croyances limitantes. Donc avant ça, donc je viens de vous dire, je suis une ancienne SK. J'ai 17 ans, ma carrière, ça a été 17 ans de marketing international, direction marketing dans des grands groupes. Et puis, je suis devenue entrepreneuse en montant mon cabinet de conseil en marketing stratégique en 2004. Et puis, il y a 10 ans, ma vie a basculé puisque j'ai décidé de tout larguer en famille et d'aller faire un demi-tour du monde à la voile. Et là, on y viendra sûrement dans la présentation. J'ai un certain nombre de croyances qui ont explosé pour le meilleur. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. De cette tour du monde, je ne suis pas revenue puisque nous sommes partis nous installer 4 ans à Istanbul et 3 ans en Californie. Donc, je suis revenue il y a 3 ans où j'ai fondé Dare Women. Je suis devenue coach entre-temps pendant mes pérégrinations à l'international. Et j'ai fondé Dare Women qui accompagne les femmes à oser réaliser leur challenge après avoir vécu beaucoup de proximité avec les femmes en Moyen-Orient et en Californie. J'ai vu le pouvoir totalement magique de l'audace et de la solidarité entre femmes, ce qui m'a poussée à monter cette association. À côté de ça, j'ai mon cabinet que j'ai transformé en communication et coaching où j'accompagne des femmes et des hommes en coaching, ce qu'on appelle coactif, avec une identification forte justement des besoins et des croyances limitantes afin de pouvoir lever les freins pour accéder à la vie professionnelle rêvée. J'accompagne des managers, j'accompagne des chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs et aussi des gens qui sont en questionnement professionnel. Et j'ai une passion, c'est la voile que j'essaye toujours de poursuivre avec de la régate. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va donc démarrer ce workshop. Je ne sais pas si je vois les commentaires parce qu'on va peut-être intervenir sur les commentaires, sur certaines questions. Donc, n'hésitez pas, comme je ne vois pas tout le monde, même à prendre la parole, ce n'est pas très grave. L'idée étant, pourquoi je ne peux pas revenir en arrière? Hop, voilà. Qu'on essaye d'aborder un certain nombre de notions. Et moi, j'ai une conviction, c'est qu'un workshop ou un webinar, il faut qu'il soit opérationnel. Donc, vous allez voir que je vais vous donner un certain nombre de tips pour pouvoir justement travailler de façon très pragmatique sur vos croyances. Alors, on va effleurer, parce qu'en 1h30, je ne sais pas combien on est, on ne peut pas évidemment faire le même travail qu'en coaching. Travailler sur des croyances en coaching, c'est quelque chose d'assez puissant parce que ça peut faire changer une vie. Donc ça, c'est important déjà à comprendre. Déjà, on va démarrer par qu'est-ce qu'une croyance? On va surtout parler ici des croyances restrictives ou limitantes, parce qu'on verra qu'il y a des croyances ressources, mais celles qui nous intéressent à lever, ce sont les croyances restrictives. Comment elles se construisent? Ce que nous apprennent, on va faire un petit détour par les neurosciences. On va faire un petit pas de côté. Les neurosciences sur le rôle du cerveau sur les croyances, où est-ce qu'elles se forment, où est-ce qu'elles sont nichées dans le cerveau et pourquoi est-ce qu'elles prennent autant de place. Et puis, les 6 étapes pour faire tomber les fausses croyances. Donc là, je répète, on travaille en coaching des outils beaucoup plus puissants. Là, ce sont quand même des étapes que vous pourrez vous mettre en œuvre pour travailler sur vos croyances personnelles.
Et puis, le 5e chapitre, c'est comment on fait pour reprendre le pouvoir sur ses pensées, ses croyances et par conséquent ses actions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites oui, parce que sinon, en fait, Oui. si ça ne va Oui. pas, vous dites non, en fait, comme je ne vous vois pas. Oui. Alors, on y va. Oui. Oui. OK, super. Qu'est-ce qu'une croyance? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui veut prendre la parole pour nous dire ce que c'est qu'une croyance selon lui? À votre avis? C'est une idée qui est créée par notre cerveau sans validation aucune, en fait. Oui, ça peut être une définition. Ce sont des billets qui ont été plus ou moins enregistrés comme une évidence parce que l'éducation, la société, enfin des habitudes et qui sont devenues une limite alors qu'on ne nous l'a jamais dit de manière réelle. Tout à fait. Ça aussi, c'est une bonne définition. Un principe qu'on considère comme vrai. Un principe qu'on considère comme vrai. Tout ce que vous dites est vrai. Très bonne définition. Vous avez une bonne notion. Une croyance, c'est une idée que vous avez généralisée et qui est devenue pour vous une conviction. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'évidence qui est très proche de conviction. Donc, c'est devenu une conviction profonde. Ce que vous croyez devient votre réalité, une réalité qui n'est rien qu'à vous. Et cette croyance, le plus important, ce n'est pas tellement de les avoir, c'est qu'elle va déterminer vos actes, vos comportements, et elles vont, pour ça que j'ai mis une encre, elles vont s'ancrer en vous de façon quasiment, totalement inconsciente. Donc, en fait, vous n'allez même pas remarquer que les décisions que vous prenez, les émotions que vous ressentez et les comportements que vous adoptez et les actions ou non-actions que vous allez faire sont liés en grande partie à ces croyances-là. Alors, pourquoi je n'arrive pas? Voilà. Donc, idée juste petit humour, mais la croyance, on vous dit, tiens, Martine, j'aimerais bien que demain, tu vas prendre la parole, il y a 200 personnes, on va faire un talk et tu vas prendre la parole sur ta vie, ton expérience d'ancienne étudiante à l'ESCA. Oh là là, super, ouais, super, mais je suis incapable de parler en public. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais raconter? J'ai rien à dire qui vaille le coup. Bah, c'est trop dur pour moi, quoi. Ça, c'est des croyances. Ça, c'est des croyances identifiées. C'est juste pour vous donner un petit exemple. Une croyance, c'est donc une certitude consciente ou inconsciente, mais la majorité sont inconscientes, qu'on porte sur soi. Alors, attendez, parce que j'ai une barre qui me gêne. La majorité des croyances, elles sont donc inconscientes. Et elle se caractérise par le fait qu'elle existe indépendamment des faits qui viendraient la corroborer ou la démentir. C'est ça qui est quand même important. Et en fait, elle pose deux types de difficultés. La majorité d'entre elles sont inconscientes. Donc, exemple, il existe énormément de croyances autour de l'argent. C'est complètement inconscient. Exemple, il faut... sur l'argent, on peut avoir certaines personnes disent vouloir augmenter leurs ressources financières, mais elles entretiennent en même temps et sans s'en rendre compte des pensées négatives autour de l'argent. Pensent qu'il faut travailler dur pour obtenir un revenu convenable. Voilà, ça c'est une croyance, par exemple. La deuxième difficulté, elles deviennent des certitudes et par définition, nous ne remettons pas en cause nos certitudes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que quand quelqu'un va s'attaquer à vos croyances, vous allez inconsciemment la défendre bec et ongle parce que ça fait partie de vos certitudes très ancrées. Et tout ça amène à faire une confusion avec la réalité. Jean-Claude Clary, qui est un littéraire canadien, nous dit « La certitude provient d'une vision tronquée ». Et Paul Zatlavik dit « De toutes les illusions, la plus périlleuse consiste à penser qu'il n'existe qu'une seule vérité. » Et quand on a des convictions, quand on a des certitudes, on pense détenir la vérité. Et ça, on le verra, et c'est pour ça qu'on va faire un petit tour par les neurosciences. C'est qu'on verra que c'est notre cerveau qui nous joue des tours dans les croyances. Est-ce que, là, pour parler des illusions, est-ce que vous voyez cette image? Est-ce qu'il y en a deux qui peuvent me dire qu'est-ce qu'ils voient?
Personne ne voit rien? Un corps de femme Ouais. Quoi d'autre? Je vois un enlacé couple. avec un corps d'homme. Mhm. Très bien, merci. Est-ce qu'il y en a qui voient autre chose? Dans une bouteille. Une bouteille. Est-ce Une que- étiquette avec le message d'amour des dauphins. Ouais. Ah, Une bouteille qui est posée sur l'eau. Ouais. Alors, si vous aviez 4 ans, vous ne verriez pas la même chose. Là, votre cerveau, c'est simplement pour... Je ne sais pas, ça résonne là. Non. Là, votre cerveau, il est en train de traduire la perception de ce que vous voyez avec votre expérience, votre vécu. Un garçon ou une fille de 4 ans, lui, verrait totalement autre chose. Alors, vous allez faire un petit effort et vous allez essayer de les voir. En fait, le garçon, le petit enfant, là, il ne connaît pas la représentation d'un couple nu. Par contre, il connaît autre chose et il va voir dans cette image, et vous allez les voir, si vous faites un effort, vous allez voir des dauphins. Regardez sous la poitrine de la femme et dans le bras de l'homme à gauche. Entre les jambes de la femme et sur la cuisse droite de l'homme. Est-ce que vous les voyez, ces Oui. dauphins? Oui. D'accord? Oui, ça y est. Oui, Voilà. Toujours Ouais. pas, je suis biaisée. j'arrive pas. Faites un effort, vous allez les voir. Oui, ça y est. OK? Ils sont en Donc, gris. votre représentation du monde, c'est ça. D'accord? C'est la perception de ce que vous allez voir. En fait, elle est biaisée par votre expérience, par vos croyances et par vos idées. Et votre cerveau, là, vous a joué un petit tour. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que l'enfant qui n'a pas la même expérience que vous ne voit pas le couple. Lui voit directement les dauphins. Bon, un deuxième plus facile que vous connaissez, qu'est-ce que vous voyez? Un homme qui fume une pipe. OK, quoi Ou d'autre? Blanche-Neige. Moi, je vois Blanche-Neige. Celui-là, il est assez facile. Donc, c'est pareil. Hein, la représentation, tout de suite, on peut voir soit l'homme qui fume une pipe, soit Blanche-Neige. Ça, alors, si le lien marche, je vais cliquer dessus pour vous montrer comment le cerveau joue des tours. Voilà, ça marche. Vous allez vous concentrer. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que je le vois? Voilà. Vous voyez l'image de la femme qui tourne? Oui. Regardez cette femme fixement pendant 1 minute. On ne la voit pas tourner là. Vous ne la voyez pas tourner là? Non. Non. L'image est fixe. Elle est fixe. Ah, alors il marche pas. Alors c'est bon. Alors alors je vous enverrai le lien. En fait, le test là, c'est une. Alors moi, et vous voyez des ronds là ou pas? Non. Non. Non, ça a fusé. Ah, mon partage d'écran est en pause. Ah oui, alors ça n'a pas marché. Bon, je vous enverrai le lien. En fait, là, le test, il est absolument incroyable. C'est une danseuse qui tourne et à un moment donné, on va la voir tourner dans l'autre sens. Il y a une bascule à un moment donné, c'est votre cerveau qui l'interprète. Mais en fait, le film, il est toujours le même. Ça s'appelle une perception bistale. Hein, donc, c'est 2 interprétations possibles de la même chose. Et votre cerveau, lui, ce qu'il perçoit va être sa propre réalité. Donc, cette femme tourne de droite à gauche et à un moment donné, on va la voir tourner de gauche à droite. Ça, c'est juste pour expliquer comment notre cerveau nous joue des tours par rapport à la réalité. Que votre réalité n'est pas la réalité. On a tous nos propres réalités. Alors, attendez, parce que maintenant, il faut que je revienne sur ma présentation. Tac. Alors, arrêter le partage, reprendre le partage. Voilà. Quand vous avez regardé le corps de les femmes avec les dauphins, enfin, ou le couple, vous avez dû faire un effort pour voir que ce n'étaient pas des dauphins. D'accord? Donc, croire, c'est facile, alors que raisonner nécessite un effort. Là, je vous mets juste une petite graine, vous allez comprendre pourquoi après. Dans nos croyances, en fait, il y a 2 choses importantes à savoir. C'est qu'on a des croyances
qu'on appelle des croyances ressources. Toutes les croyances ne sont pas mauvaises. On est élevé avec nos croyances. Certaines sont positives, certaines sont négatives. Certaines nous sont utiles, c'est ce qu'on appelle les croyances ressources. C'est qu'elles nous permettent d'avancer. D'autres, à l'inverse, elles peuvent constituer un très lourd handicap. On parle alors de croyances limitantes ou de croyances restrictives. Les croyances, elles nous sont, les certitudes et les croyances nous sont indispensables. Donc, il faut faire le tri et on ne jette pas toutes nos croyances. Il y en a qui nous permettent d'avancer et d'autres qui sont limitantes. Mais globalement, elles sont utiles. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me citer, ou vous écrivez tous, 3 croyances à propos de vous, du travail et de l'éducation? Est-ce que vous êtes capable de citer 3 croyances? Vous avez, je vous laisse, allez, 30 secondes. Il faut travailler dur pour réussir. Oui. Tout à fait. Écrivez-les dans le chat, c'est pas mal. Ouais. Avoir une bonne éducation permet d'avoir un bon travail. Le travail, c'est la santé. Oui. Alors, avoir une bonne éducation permet d'avoir un bon travail, oui, ça, c'est une croyance. Je suis sensible, oui, c'est une croyance. Travailler. L'éducation, c'est répéter, respecter les autres. Si tu veux, tu peux. Ouais, tout ça, c'est… Il faut être performant pour être promu. Oui. Tout à fait. Tout ça, c'est des croyances. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est des proverbes un peu, ça aussi. Toujours être… Vous connaissez le proverbe « Il n'y a pas de fumée sans feu », qui est absolument terrifiant. Pour moi, c'est le proverbe que je déteste le plus parce qu'il n'y a rien de plus facile que de semer une rumeur. En tant que femme, il faut toujours travailler plus pour réussir. Oui, ça, c'est une vraie croyance. Bon. OK, donc vous voyez que c'est facile. C'est facile de citer des croyances. Il faut être fort, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête à pas si on n'est pas bien. On ne s'arrête pas si on n'est pas bien. Oui, il faut… La puissance, tout à fait. Tout ça, ce sont des plus. Alors, le top 20 des croyances, le voilà. Le top 20 des croyances qui ressort dans la majorité des… Si on interroge, je crois que ça a été fait sur un échantillon de 10 000 personnes à peu près. La vie est dure. On ne va pas toutes les citer, mais globalement, c'est la vie est dure. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Pour être aimé, je dois faire plaisir et donner. Il faut travailler fort, vous l'avez cité, il faut trimer, c'est un peu la même chose, travailler la sueur de son front, beaucoup sur le travail. Je suis trop vieux ou trop vieille pour apprendre, ça, c'est une croyance assez ancrée. Je ne suis pas digne d'y arriver. Le succès monte à la tête, je n'ai pas le droit à l'erreur, se tromper est un échec. Le bonheur n'est pas à portée de main, je n'y arriverai jamais. Si je suis riche, je vais attraper la grosse tête, etc. L'argent, c'est sale, l'argent ne passe pas dans ça. Je disais à Delphine tout à l'heure qu'hier j'étais en coaching et j'avais un homme en coaching. Et on lui a cité les 6 premières croyances sans lui dire que c'était des croyances. Et à chaque fois, il me disait, bah ouais, c'est vrai, bah ouais, c'est vrai, bah ouais, c'est vrai. Et c'est exactement vrai. Et après, quand je lui ai parlé de croyances, il m'a dit, mais n'importe quoi. C'est la vérité. D'accord? Donc, les croyances, ce sont des vérités intimes. Et on verra derrière qu'il est très difficile de déboulonner une croyance. Là, vous êtes bien déjà dans le sujet, puisque vous êtes capable d'identifier, toujours être parfait, etc. Oui, ça, ce sont des croyances. Donc, des croyances sont des choses qui nous appartiennent, mais qui ne sont pas véritablement la réalité. Les croyances aussi qui empêchent d'être heureux au travail, ça, c'est Claude Lasanté qui les a identifiées. La raison n'est pas un choix intéressant, le bonheur n'est pas un résultat, mais souvent on dit le bonheur est un chemin. Il y a beaucoup de gens qui disent le but est dans le chemin et pas dans le le bonheur est dans le chemin et pas dans le but. L'accumulation n'est pas glorieux, la compétition n'est pas une chose aimable, la compétition est difficile. Là, je voyais il n'y a pas longtemps des parents qui refusaient de mettre leur enfant dans un club parce que pour eux, la compétition était négative. Non, la compétition n'est pas négative. C'est comme tout dans la vie, c'est la façon dont on le vit. L'acte en soi n'est pas négatif. L'obligation n'est pas une chose passionnante. C'est pareil, s'obliger à faire quelque chose peut devenir absolument passionnant. C'est une croyance. La sécurité n'est pas une chose motivante.
Alors, moi qui suis présidente d'une société, d'une association qui s'appelle Dare Women, ça pourrait me parler, mais en fait, la sécurité peut être très motivant aussi, ne serait-ce qu'en sortant de sa zone de confort avec sécurité. Et bref, il peut y en avoir, lui, il en a résumé 8, mais vous pouvez voir qu'il y en a, il peut y en avoir de multitudes. Alors, en résumé, l'être humain base ses représentations du monde sur un système de croyances. Elles sont constituées, on l'a vu, d'un ensemble de pensées et de certitudes. Nos croyances que nous entretenons, elles sont plus ou moins objectives, plus ou moins aidantes, mais elles sont sur à peu près tout. Par définition, nous les considérons comme vraies. Ainsi, on les confonde avec notre réalité. Mais bon, en soi, la question essentielle, elle n'est pas de savoir si une croyance est vraie ou non. En fait, on s'en fiche. Il semble, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il est beaucoup plus pertinent de se demander si elle est utile, cette croyance, à l'atteinte de nos objectifs, ou si, au contraire, elle construise un obstacle. Lorsqu'une croyance, elle est porteuse et nous aide à avancer vers notre objectif, on parle là de croyances ressources. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me citer des croyances ressources qui les font avancer dans le chat? À l'inverse, lorsque celle-ci, là, on a beaucoup, vous avez beaucoup cité de croyances limitantes. Je m'en sors toujours, tout à fait. Ça, c'est une croyance ressource. Merci Camille. Ça, c'est une vraie croyance ressource. Et les croyances, rien n'est impossible. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Tout se travaille. Le mieux est l'ennemi du bien. Ça, c'est une croyance limitante. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Ça peut être entre les deux. Ça peut être entre les deux. Mais bon, bravo parce que vous citez quand même pas mal de croyances ressources. Alors, le deuxième chapitre, c'est comment elles se construisent, les croyances. Pourquoi est-ce qu'on a des croyances? Tout à l'heure, il y en a qui nous ont parlé de famille, d'environnement, et c'est tout à fait ça. Beaucoup de nos croyances, en fait, la majorité de nos croyances, elles arrivent avant l'âge de 7 ans. Donc, elles ont été en particulier créées par notre environnement familial. À titre d'illustration, les familles d'entrepreneurs peuvent avoir des croyances sur l'entrepreneuriat et en miroir sur le fonctionnariat. J'entends souvent ça. Les familles de médecins font souvent des médecins parce que pour donner du sens à sa vie, il faut servir les autres, il faut être médecin. Tout ça, c'est des croyances qui construisent des valeurs, qui reposent sur des valeurs, mais n'empêche que ce sont des croyances. Donc, beaucoup de croyances, elles dépendent de notre famille, mais elles dépendent aussi des comportements que notre entourage a entretenus vis-à-vis de nous en réponse à nos façons d'être et de faire. Alors, les croyances transmises par la famille, une que vous connaissez, vous connaissez certainement ce qu'on appelle les messages contraignants, c'est tout ce qu'on nous envoie dans notre éducation, les injonctions reçues. Notre enfance, qu'on appelle aussi les drivers, elles sont à la racine de nos croyances. Ces 5 injonctions, elles sont soit parfait, soit gentil, fais plaisir, fais des efforts et dépêche-toi. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous les connaissent. Qu'est-ce que ça peut générer comme croyance? Par exemple, une personne qui reçoit l'injonction fais plaisir, elle portera la croyance selon laquelle les autres vont la rejeter si elle dit non. Donc ça, en général, c'est des gens qui ont énormément de mal à dire non. Le pouvoir du oui, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, pour donner de la puissance au oui, il faut savoir dire non. Et il y a des gens qui ne peuvent pas dire non. Et on voit quand on travaille avec eux qu'une des raisons, c'est l'injonction. Une des raisons, pas toutes, mais c'est fait plaisir, parce que sa croyance, ça va être de dire que dans la vie, il faut faire plaisir aux autres pour être aimé des autres. Deuxième croyance qui est transmise par la famille, c'est ce qui est porté par les blessures émotionnelles de l'enfance. Je ne sais pas si certaines sont au courant, mais on a analysé qu'il y avait 5 blessures émotionnelles qu'on pouvait avoir, qui sont des traumatismes dans l'enfance, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces 5 blessures, elles vont déterminer les mécanismes inconscients de défense que nous mettons en place pour être acceptés par notre entourage. Par la même occasion, ces blessures sont
eh bien, à l'origine d'un certain nombre de croyances. Par exemple, quelqu'un qui va être dans le rejet va souvent croire que l'entourage social sont des gens, il faut se méfier de l'entourage social. Donc, c'est des gens qui vont avoir un peu, souvent, des problèmes d'interaction sociale. Ils vont se méfier, puisqu'ils ont été rejetés, donc l'homme est mauvais. Donc, par essence, il y a des gens qui vous disent, moi, les gens vont être obligés de prouver qu'ils sont bons. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de personnes qui, a posteriori, vont poser le constat que l'homme est mauvais. Et donc, si vous voulez avoir une interaction positive avec eux, il va falloir prouver que vous êtes quelqu'un de bon ou que vous allez faire quelque chose de positif. Voilà, ça, alors les gens, évidemment qu'en coaching, c'est des choses qui apparaissent. Les gens ne vous le disent pas forcément, mais ce sont des gens qui sont très suspicieux dans les relations humaines. Donc, ça pose des problèmes, évidemment, après, dans le travail, mais pas que, aussi dans la relation de couple, par exemple. Les croyances transmises par la famille, les étiquettes. Je pense que ça parle aussi à pas mal, les étiquettes. Il y a la débrouillarde, il y a la timide, il y a la peureuse et il y a la sensible. Donc, quand vous êtes élevé avec des étiquettes, ça, c'est aussi à la base de vos croyances. Bon, après, je vous ai mis le petit schéma. En fait, c'est des besoins à chaque fois, mais on n'est pas en train de faire un workshop sur les besoins. Mais si on vous a traité toute votre enfance de casse-cou, c'est plutôt une croyance ressource, donc quelqu'un qui ose prendre des risques. Si on vous a, à l'inverse, traité de peureuse, ça va générer en vous, évidemment, une croyance que en dehors, il y a du danger. Si on vous a donné une étiquette comme quoi vous étiez quelqu'un de calme, ça va générer en vous que, malgré vous, que vos environnements de prédilection, ça va être des environnements plutôt tranquilles. Ce sont des croyances. Est-ce que tout le monde est OK là? Oui. Oui. Donc, les étiquettes, ça fait partie des ancrages qui sont très, très forts. Donc, ça, pour celles et ceux qui ont des enfants, c'est vraiment quelque chose à maîtriser et à essayer d'utiliser le moins possible ou désétiqueter le plus possible ces enfants. Et le mimétisme, et la dernière croyance transmise par la famille, et ça, c'est très inconscient. Ma mère était très féminine, donc pour être une femme puissante, eh bien, je dois moi aussi avoir des marqueurs féminins qui renforcent l'idée qu'une femme doit, par exemple, se maquiller. Je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, mais c'est dans le mimétisme inconscient ce qui va façonner ma croyance sur la féminité, par exemple, pour en citer qu'un. Donc ça, c'est les croyances qui sont transmises par la famille. Après, on a des croyances qui sont transmises par l'environnement socio-culturel. On vit tous, évidemment, dans un contexte économique et social. Oui, parfois, ça vient aussi des oncles et tantes. Bien sûr, ça vient des oncles et tantes, ça vient de tous les gens que vous fréquentez et qui vont avoir de l'autorité sur vous dans la petite enfance. Voilà, jusqu'à 7 ans. Même après, mais globalement, vous avez beaucoup de croyances qui se forment. Alors, Anne dit des oncles et tantes, elle a raison, mais même pas que, ça peut être un prof, ça peut être l'école et les instituteurs, exactement. Ça peut, et tout ce qui est figure d'autorité et tout ce qui va avoir de l'influence sur vous. Alors là, dans le contexte économique et social, évidemment, et ça va vous parler, les contextes dans lesquels nous évoluons, il va avoir une place importante dans la détermination de nos croyances. Par exemple, les médias. Les médias, ils influencent aujourd'hui la confiance que les personnes portent en l'avenir. À l'inverse, la France, elle a été très influencée par la place de quoi? Par la place de la religion, que la religion a occupé autrefois dans notre société. Les religions, alors, je ne l'ai pas dit en préambule de ce workshop, il est bien évident que ce workshop ne porte pas sur les croyances religieuses et spirituelles, on est bien d'accord avec ça. Mais n'empêche que dans notre histoire, la religion, elle a ancré un certain nombre de croyances qui nous portent toujours aujourd'hui et qui ont même façonné les valeurs, le bien, le mal notamment. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Les conventions transmises par la société, toutes les conventions sociales, elles déterminent
ce qui est poli ou impoli, bien ou mal, ce qu'il faut savoir en termes de culture générale. J'écoute la radio, je lis la presse tous les jours, déprime totale. On vit dans une anxiété maximale. Voilà, il ne faut pas écouter la radio tous les jours. Non. Mais il faut surtout essayer de prendre du recul parce que là, c'est Ah. pareil. Mm. Les médias, malgré eux, ils nous emmènent dans des croyances qui sont que la vie est dure. Mais si vous revenez, alors nous, on a beaucoup travaillé là-dessus avec Dare Woman au moment du Covid, en fait, en recentrant ces pensées et ces idées sur ce que moi, je vis au quotidien. Et ça, c'est mon métier. Ben oui, si c'est ton métier, c'est plus compliqué. Mais voilà, là l'idée, c'est vraiment le recentrage sur soi. Les croyances, elles sont aussi transmises, elles viennent de nos expériences passées. Certaines croyances, en fait, elles résultent de distorsions, ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Ce sont les erreurs de raisonnement prévisibles. Wonder Woman, entre boulot et enfant. Ah oui, alors ça, c'est encore autre chose. Donc, les croyances, ce sont des elles peuvent venir de distorsions cognitives. On appelle les distorsions cognitives les erreurs de raisonnement prévisibles. Donc là, on arrive dans la notion de biais cognitifs un peu, qui sont des erreurs de raisonnement. Parce qu'on m'a demandé l'autre jour la différence entre croyances et biais cognitifs. Les croyances, c'est des certitudes que j'ai en moi qui ont été ancrées par des expériences, par l'éducation et par mon environnement. Les biais, c'est un peu différent. Ce sont des distorsions de raisonnement. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais les expériences passées vont être le fruit de biais cognitifs et donc vont créer des croyances. Notamment, il y en a une parmi elles qui s'appelle la généralisation, qui est le fait tout simplement de tirer une conclusion sur la base d'un nombre réduit de faits, voire même parfois d'un unique fait. Je me suis fait virer d'une entreprise, je n'ai pas tenu mon poste, j'arriverai jamais à être directrice marketing, par exemple. J'ai raté, je suis en liquidation, je me suis plantée avec mon entreprise, je ne suis pas faite pour être entrepreneur. Voilà, c'est une expérience passée, c'est une généralisation, et là, en l'occurrence, c'est un défaut, c'est un biais cognitif, c'est un défaut de raisonnement. Mais du coup, ça va ancrer cette croyance que je ne suis pas faite pour être entrepreneur. Donc, en conclusion, tout ce qui façonne ou a façonné notre personnalité dans le passé est un élément sur lequel s'appuient et se construisent nos croyances. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de se libérer de nos croyances ? En fait, il ne s'agit pas de remettre en cause la totalité de nos croyances, parce que si vous remettez en cause la totalité de nos croyances, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez perdre totalement vos repères. L'enjeu, il est d'identifier les croyances qui sont responsables de nos difficultés et qui nous empêchent d'avancer. C'est ça le but du jeu. En même temps, notre cerveau a besoin de repères. Voilà, tout à fait. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, on ne va pas éradiquer la totalité de nos croyances. On va en garder, mais on va surtout travailler sur celles qui nous empêchent d'avancer. Donc, les croyances, elles nous influencent, elles nous façonnent. Et on l'a répété plusieurs fois, donc nos croyances, elles sont les piliers sur lesquels on a fait notre représentation du monde, notre représentation de nous et sur lesquels nous construisons notre responsabilité. Globalement, la plus grande influence qu'elles ont, ces croyances, c'est sur nos peurs. Les peurs, nos peurs sont... On a analysé que 80 à 90% de nos peurs sont irrationnelles et sont construites sur la base de nos croyances. Est-ce que vous pouvez, dans le chat, me citer des peurs qui, à votre avis, sont des peurs qui sont liées à des croyances? Souvent, elles sont généralement ces peurs nourries par des croyances négatives inconscientes sur quoi? Sur les autres ou sur la vie. Peur de l'échec. Ouais. Si je suis au chômage, je vais me retrouver à la rue. Peur d'être moins séduisante, avoir eu des enfants. Peur de ne pas arriver à garder un job jusqu'à l'âge de la retraite. Peur du ridicule. Bon, voilà, parfait. Exactement. Tout ça, ce sont des peurs qui sont juste des croyances.
Alors, on l'expérimente beaucoup, nous, chez nous, avec la prise de parole, par exemple. Peur d'oser, évidemment. Peur du burn-out. Oui. Donc, si j'en fais trop, peur du burn-out, ça veut dire si j'en fais trop, je vais pas savoir m'arrêter et donc je vais sans doute flancher. La peur d'oser, oui, la peur d'oser, en fait, la peur d'oser, elle n'existe pas, c'est surtout je n'ose pas parce que j'ai peur de ce qui a été dit plus tard, c'est plus haut, c'est-à-dire peur de me tromper, peur de tomber, peur d'être ridicule, peur de ne pas réussir, syndrome de l'imposteur. Pour le coup, c'est sain, la peur du beau. Ah, je ne sais pas ce qu'elle dit, Anne, je n'ai pas compris. Pour le coup, c'est sain, la peur. Burn-out, il faut s'arrêter avant. Oui, tout à fait. Mais alors là, il ne faut pas avoir peur du burn-out, en fait. Il faut juste connaître le chemin. Alors, je vous dirai après, si ça vous intéresse, on a un atelier là-dessus chez Dare Women qui est ouvert à tous. Hein. Peur de ne pas être intéressante, oui, tout à fait. Peur de ne pas être intéressante, peur d'ennuyer. Voilà, toutes ces peurs qui nous empêchent, peur de gêner l'autre. Hein, peur de quand on doit aller, j'ai peur de demander de l'aide parce que je vais me sentir effectivement bête, ils vont pas vouloir, peur de ne pas être légitime, tout à fait. Tout ça c'est régi par des croyances. Hein, et quand on décortique toutes ces peurs-là, en fait, on s'aperçoit qu'elles reposent sur des croyances qui ne sont pas justifiées. Peur de prendre la parole en public. Oui, mais j'ai peur de prendre la parole en public. Alors ça, c'est pas une croyance, j'ai peur, mais pourquoi? Parce que je pense que je ne vais pas être intéressante, c'est ce qui a été dit plus haut. Souvent, c'est ça la peur. C'est je ne vais pas savoir faire, on va se moquer de moi, peur de se trouver moche, tout à fait. Ça se travaille, ça c'est une croyance. Donc la peur, il faut savoir que les peurs, c'est majoritairement ce qui nous empêche d'avancer. Et c'est majoritairement fondé sur des croyances qui sont juste votre perception à vous, mais qui ne sont pas la réalité. Les croyances, elles façonnent nos normes. Donc ça, c'est important aussi. Si nous avons parfois du mal à admettre que certaines personnes pensent de manière diamétralement opposée à la nôtre, sur des sujets qui nous tiennent à cœur, ça peut être du fait de nos normes. Les normes, ce sont des hypothèses, des situations, des suppositions, des croyances sur ce qui est bon ou mauvais. Hein, donc, moi, je me crée, avec mon éducation, mon système de normes. Je pense que… alors, j'ai eu une discussion, c'était intéressant, un dîner l'autre jour, où quelqu'un disait on ne vient pas à l'Assemblée nationale avec un maillot de foot. Je crois que il y a un député, je ne sais plus comment il s'appelle, de la France Insoumise, qui est venu avec un maillot de foot. La personne qui disait ça, dans sa norme, on n'est pas sérieux si on ne se conforte pas à un standard normatif qui est, pour être sérieux, il faut mettre une veste et une chemise pour aller à l'Assemblée nationale. Ça fait partie de la norme. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, on construit ses propres normes. Je ne suis pas féminine si… alors maintenant, heureusement, et puis là, il y a plein de jeunes, donc ça, c'est génial, mais les normes sont en train de changer. On va dire qu'entre les moins de 50 et les plus de 50, il y a quand même des choses, il y a une vraie révolution générationnelle qui est plutôt pas mal, surtout pour les femmes, donc où on est en train quand même de faire bouger pas mal les normes de la féminité. Mais… moi, je me souviens, quand j'étais en stage, donc ça date, hein, mais je me souviens d'un de mes premiers stages, une femme devait mettre des collants avec une jupe, sinon sa féminité n'était pas totalement reconnue. Et c'était imposé dans le boulot, dans une des boîtes dans lesquelles je travaillais, n'importe quoi. C'était une règle plus qu'une norme, hein, mais la féminité, en fait, était quand même portée par des normes. Aujourd'hui, on voit que ça bouge beaucoup. Si je vous parle juste de ce qui se passe, alors je suis désolée pour les hommes, hein, mais c'est des sujets qui touchent les femmes. C'est sur l'épilation, par exemple, on a vu que c'est beaucoup en train de bouger. On assume aujourd'hui, les normes sont en train de… C'est pas parce qu'on on s'épile pas les aisselles qu'on n'est plus féminine. Voilà, c'est en train de changer. Nos règles, hein, dans la continuité de nos normes, ça viennent nos règles, qui sont conscientes ou inconscientes. C'est pareil. Nos règles, par rapport à nos normes, c'est ce qui est interdit ou ce qui est autorisé, ou ce que nous nous imposons. Elles se manifestent dès l'instant où nous utilisons des verbes ou expressions telles que « je dois »,« il faut »,« je suis obligé de », on n'a pas le droit de. Hein, on n'a pas le droit de…
on n'a pas le droit de manquer de respect envers les personnes plus âgées. C'est une règle. Elle peut être bâtie sur une croyance. On n'a pas le droit. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner des règles qui pourraient être bâties sur des croyances? Il n'y en a pas. Donc, c'est toutes les règles. Les règles, quand on est un enfant, on ne parle pas à table. Voilà. On doit dire bonjour. On n'a pas le droit de se mettre en colère. Voilà. La colère, ce n'est pas bon. Or, la colère, c'est bon. Hein. On sait que la colère, c'est bon. Ça peut être bon, pas toujours, mais un homme laisse passer une femme pour rentrer quelque part. Voilà. Ça, c'est des règles. On ne monte pas l'escalier. Un homme ne monte pas l'escalier derrière une femme, etc., etc. Donc ça, c'est des règles qui sont basées sur des croyances qu'on nous a mises dans notre éducation, dans notre environnement socio-culturel. Donc c'est pareil, il y a des bonnes règles, il y a des mauvaises règles. Hein. Là, on n'est pas en train, sur ce que je vous dis là, nos peurs, nos normes, nos règles, puis on va venir à nos valeurs, ce sont des règles, ce ne sont pas des croyances limitantes. Elles peuvent être soit ressources, soit limitantes, mais elles nous aident aussi à avancer dans la vie. On ne peut pas être émotionnel dans le business. Ça, c'est une croyance. Ça, ce n'est pas une règle, ça. C'est plutôt une norme. C'est une règle. Hein. Mais oui, on ne montre pas ses émotions au travail. Tout à fait. Il ne faut pas. Hein, quand on peut remplacer par « il ne faut pas », c'est que c'est plutôt dans le domaine de la règle. Alors, après, nos valeurs. Nos valeurs, soit... c'est-à-dire ce qui est important pour nous, elles découlent directement de notre système de croyance. Bon, là, on peut toucher un système de croyance spirituelle. Mais globalement, le juste et le pas juste et l'injuste, le bien et le mal, contrairement, j'allais dire, au faux et au vrai, ça découle directement d'un système de croyance. Hein. Je pense que dans la vie, on doit être... alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On doit être généreux avec les autres. Bon, ça, c'est un système de croyance. C'est une valeur. La générosité, c'est une valeur. Hein, mais ça vient d'un système de croyance où on m'a inculqué le fait qu'il fallait faire attention à son prochain et donc que c'était quelque chose d'important pour driver ma vie. C'est une croyance et c'est une valeur. Et la dernière, c'est la culpabilité. Hein. Donc, mes croyances, et ça, c'est très important, et surtout pour nous, les femmes, on est chez Escayenne, donc c'est quand même très féminin. La culpabilité, c'est quelque chose qui est façonné par nos croyances. Il est parfois naturel de ressentir de la culpabilité. Hein. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on cause évidemment un trouble à autrui ou lorsqu'on commet une faute. Moi, je ne vous parle pas de cette culpabilité-là. Ce type de culpabilité, il est à distinguer de la culpabilité qui nous a été transmise par notre environnement ou qui découle des injonctions ou des interdictions que nous nous opposons à nous-mêmes. Exemple, la culpabilité, toutes celles qui sont mères de famille, la culpabilité face aux enfants. Je pense que c'est quelque chose qui parle pas mal quand on travaille, le fait de se sentir coupable, de ne pas leur donner assez de temps. La culpabilité face au bonheur. Moi, j'ai vu ça pas mal pendant le Covid. Il y avait des gens à qui il arrivait des choses joyeuses qui se sentaient coupables de ne pas pouvoir les exprimer parce qu'on n'avait pas le droit d'être heureux pendant le premier confinement parce qu'il y avait des gens qui étaient malheureux ou qu'on pensait être malheureux. Voilà, c'est des culpabilités que notre environnement nous envoie. La culpabilité de gagner beaucoup d'argent. Voilà, on est dans une société où on nous culpabilise beaucoup par rapport à l'argent. Par exemple, la culpabilité, est-ce que vous pouvez m'en citer des culpabilités? Culpabilité d'être en arrêt, oui. Alors, ça, c'est une grosse culpabilité. Quand on est très investi dans sa vie professionnelle, s'arrêter pour un problème maladie, par exemple, c'est quelque chose qu'on a du mal à assumer. C'est une croyance que la culpabilité, que s'arrêter va envoyer un mauvais signe. Les enfants, les enfants nous renvoient pas mal de culpabilité. Hein, souvent, c'est, là, je suis coach aussi d'entrepreneurs, c'est comment je concilie vie personnelle et vie professionnelle, et on voit que c'est souvent drivé par la culpabilité de ne pas être une bonne mère, de ne pas donner assez de temps à ses enfants. Alors après, voilà, on peut travailler sur la croyance de qu'est-ce qu'une bonne mère. Culpabilité de prendre une promotion versus un autre collègue, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on doit se sentir coupable? Donc, c'est une croyance que moi, en étant mieux ou récompensé que l'autre va être malheureux.
Non, ça c'est une croyance, mais ces émotions lui appartiennent en l'occurrence. Hein. De faire du télétravail, une culpabilité. Alors après, bon, ça c'est du coaching, hein, mais qu'est-ce que ça renvoie sur vous et sur vos émotions? Mais effectivement, tout ça, donc ce sont des croyances, hein, donc qui déterminent votre façon de vivre la réalité. Et on voit avec cette femme que la culpabilité, c'est quelque chose qui peut aussi nous engendrer beaucoup de pensées négatives. Alors, en fait, tout ça nous disent quoi? Nous disent que nos croyances, elles déterminent notre perception de la réalité. Ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce dont on est coupable, ce dont on n'est pas coupable. Et la réalité, dit Jotan, c'est une chose mystérieuse et fluctuante, hein, car la perception que nous en avons ne reste jamais les mêmes. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et la réalité, c'est la vôtre. Vous voyez ce visage d'homme, là? Qu'est-ce que vous voyez? De face ou de profil? Les deux, on voit le face et le profil. Voilà, la façon dont vous allez le fixer, vous allez le voir de face et vous allez pouvoir le voir de profil. Donc, en fait, si je vous pose la question, il est de face ou il est de profil? D'abord de face, puis de profil ensuite. Oui, ben, ok, ça c'est une réponse. Ça dépend des gens. Il y en a qui vont d'abord le voir de profil et l'autre de face. Donc, c'est simplement là aussi votre perception de la réalité. Donc, nous percevons le monde à travers un prisme de nos croyances, et c'est ça qui est très important à comprendre. Hein. Et selon le mathématicien, il y a un mathématicien et logicien qui s'appelle Frank Ramsey qui dit « Nos actions sont décidées selon une estimation de leur probabilité de réussite. » Autrement dit, une personne n'entreprend une action que si elle pense pouvoir atteindre l'objectif poursuivi. Alors, parfois, cette personne, elle prend le temps de se renseigner sur ses chances réelles de succès, mais bien souvent, elle s'appuie tout simplement sur ses croyances. C'est pour ça que travailler ses croyances, c'est absolument fondamental. Elles sont à la base de nos actions et nous allons réfléchir par rapport à la probabilité de réussite de cette action et notre mental va s'appuyer, et on va voir pourquoi après, quand on va faire le détour sur le cerveau, sur ce qu'on sait déjà, et donc ce qu'on sait déjà, à 80%, va être construit par nos croyances. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Vous me suivez? Oui, parfait. Donc, une croyance limitante, eh ben, par essence, ça va être une entrave à nos actions. Et c'est pour ça que c'est important de les travailler. Hein. Une croyance limitante, ça va être une personne persuadée qu'elle est incompétente dans un sujet, eh ben, elle ne fera aucune action pouvant la conduire à sortir de sa zone de confort. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Ah ben non, moi, j'ai toujours été nul en anglais, je dois prendre un poste où on parle anglais, eh ben, je ne vais pas postuler. » Exemple. Croyance limitante, j'ai toujours été nul en anglais. Donc, il faisait… Et là, hop, on balance sur… vous vous souvenez, le concept de généralisation. Donc, il a été nul en anglais parce qu'à l'école, il n'était pas bon. Il en fait une croyance généralisante et qui devient une croyance limitante et qui devient donc une entrave à son action puisqu'il ne va pas prendre le poste à cause de cette croyance. Cette croyance, elle est très facile à déboulonner. Il suffit d'essayer de repenser, à dire, mais aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Qu'est-ce que je vais mettre comme ressource pour essayer de voir si je peux y arriver? Mais vous voyez que ça peut quand même… Et ça, c'est des choses qu'on entend tous les jours. Alors, il y a Cécile qui dit « Ma croyance limitante est que je ne peux pas me mettre à mon compte car je dois m'occuper des enfants et gérer la maison, donc un job salarié est plus facile. » Alors, merci Cécile, parce que ça, en tant que coach, c'est vraiment, je pense, la première croyance que j'entends chez les entrepreneurs, qui est assez facile aussi là à déboulonner. Mais, alors, c'est pas mais, c'est et, nécessite quand même un certain travail et notamment un travail aussi global avec notamment son entourage. D'abord sur son écosystème à soi et puis un écosystème un peu plus large. Mais bien sûr, ça c'est la croyance limitante, je pense, la plus commune chez les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on les accompagne pas mal sur l'audace et en leur faisant prendre en compte leur écosystème et de travailler avec un certain nombre d'actions où elles vont elles-mêmes mesurer que ce n'est qu'une croyance. Ah, attendez, j'arrive pas à passer là. Pourquoi je n'arrive plus à… Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles dirigent, ces croyances? Ces croyances,
mais en fait, elle dirige la croyance sur moi. Qu'est-ce que je crois sur moi? Elle dirige la croyance sur les autres. Elle dirige la croyance sur ce qui fait le bonheur et ce qui fait le malheur. Et elle dirige des croyances sur la réussite et sur l'échec. C'est aussi simple que ça, mais vous voyez, juste qu'avec ces 4 phrases, c'est énorme. C'est énorme ce que les croyances dirigent. Ce que je crois, c'est donc mes croyances et mes convictions. Ce que je crois va déterminer mes pensées, mon mode de raisonnement. Mes idées et mon mode de raisonnement va façonner mes sentiments et mes émotions et qui vont elles-mêmes conditionner mon attitude et mon comportement. Donc, en fait, je ne fais que renforcer, entretenir et confirmer mes croyances. Tout ça, ça tourne en boucle. Il y a une croyance n'aime rien de plus que d'être confortée dans sa légitimité. Je vais vous donner un petit exemple, une petite histoire drôle. C'est une femme c'est un psychiatre qui parle à sa patiente et qui lui dit « Ça va, Madame Mouchon, comment ça va aujourd'hui ?» Madame Mouchon dit « Oh là, je suis complètement débordée, il faut que j'accueille les nouveaux entrants. » Et le psychiatre lui dit « Ah bon, les nouveaux entrants, mais c'est quoi les nouveaux entrants ?» Et elle répond « Les nouveaux entrants, c'est les 4 qui viennent d'arriver là. » « Ah ok, les 4 viennent d'arriver, mais c'est qui ?» Et Madame Pinchon répond « C'est les morts. C'est les morts qui viennent d'arriver. » Là, le psychiatre regarde Madame Pinchon et lui dit « Mais vous savez ce que ça veut dire HP ?» Et Madame Pinchon répond, dit « Oui, ça veut dire le hall du paradis. Donc, je suis en train d'accueillir 4 morts. » Et là, le psychiatre la regarde, elle est évidemment totalement perchée et lui dit « Ok, donc vous êtes en train d'accueillir des morts, c'est bien ça. » « Oui, je suis en train d'accueillir des morts puisqu'on est au hall du paradis. » Madame Pinchon, est-ce que les morts saignent? Non, les morts ne saignent pas. Et le psychiatre lui dit, on est bien tous morts puisqu'on est au hall du paradis. Oui, on est bien tous morts. À ce moment-là, il lui dit, on va tenter une petite expérience. Vous permettez, je vais vous piquer le doigt de la main. Ça fait pas mal, vous allez voir. Donc, le psychiatre pique le doigt de Madame Pinchon, qui évidemment se met à saigner. Et Madame Pinchon regarde son sang couler. Donc, le psychiatre lui dit, alors, vous voyez bien que vous n'êtes pas dans le hall du paradis. Et Madame Pinchon lui répond, ah, mais incroyable, vous venez donc de m'apprendre que les morts saignent. Alors, moi, j'aime bien cette anecdote, qui est complètement surréaliste, mais parce qu'en fait, c'est ça, nourrir une croyance. C'est que je vais prendre tous les éléments qui m'arrangent pour confirmer ma croyance. Donc, tout ce qui va m'arriver, je vais le transformer. Si je considère que, alors on va prendre la croyance limitante, je suis entrepreneur, je dois m'occuper des enfants. Alors, il y en a une qui dit, je suis entrepreneur avec 4 enfants, c'est le salariat qui me paraît beaucoup plus difficile car je n'aurai plus assez de liberté. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a les deux notions. Et Cécile dit, ma croyance limitante, je ne peux pas me mettre à mon compte car je dois m'occuper des enfants et gérer la maison, donc un job salarié est plus facile. Donc, tout ce qui va venir nourrir la croyance de Cécile, je ne peux pas me mettre à mon compte car je dois m'occuper des enfants. Donc, par exemple, j'ai une entrepreneuse l'autre jour qui m'a dit, moi, je refuse de travailler après 18h30. Donc, elle ne veut pas faire grossir son entreprise. C'est une croyance limitante. Le fait de ne pas travailler après 18h30, est-ce que ça va lui empêcher de faire grossir son entreprise? Réponse, à votre avis? Non. Plutôt non. Non. Deuxième croyance qu'elle avait, c'est je ne vais pas grossir parce que je veux, qu'est-ce qu'elle disait? Je veux garder ma liberté totale. Bon, après, on va rentrer sur des conditions, sur la philosophie, sur le bonheur et sur la liberté, mais globalement, elle s'était mis tout un système de croyances qui, en fait, lui permettait de rester dans un petit business. Voilà. Tout ce qu'elle allait me dire allait la conforter dans l'idée qu'il fallait qu'elle grossisse, alors qu'elle a un projet magnifique, mais vraiment incroyable d'ailleurs. Elle s'auto-sabote par le fait que si elle grossit,
et qu'elle ait du succès, ça va forcément avoir un impact sur sa vie de famille. Et à aucun moment dans ce système de croyance, réussite veut dire bonheur, puisque réussite va être associée à plus de temps, problème de couple, problème avec mon enfant, mauvaise maman. Donc voilà, donc tout le travail, c'est de déboulonner ces croyances. Mais ça vient vite, hein. Vous voyez comment ça vient vite? Donc en fait, on passe son temps à confirmer, entretenir. Alors, pourquoi je n'arrive pas? Et voilà. Nous cherchons plus, et ça, il faut faire très attention, à satisfaire à nos croyances que nous-mêmes. Et si vous prenez un tout petit peu de recul dans vos journées, vous allez voir qu'en fait, on passe son temps à nourrir nos croyances plutôt que de les déboulonner. Et ça, c'est un phénomène totalement inconscient, hein. Nos croyances, elles sont autoréalisatrices, hein. Elles influencent nos comportements, attitudes. Ces attitudes vont avoir un impact sur notre environnement, conduisant ainsi à la réalisation de nos croyances. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle qui va… Le processus interne, c'est mes idées, ce que je crois, qui vont provoquer un état interne des émotions, qui vont générer un comportement, et tout ça, ça va recommencer. Et donc, je vais passer ma vie à nourrir mes croyances, auto-nourrir mes croyances. On appelle des… Alors, on appelle les… Là, je n'ai pas le temps, mais ça s'appelle des métacroyances qui peuvent souvent avoir 16 sous-croyances qui vont nourrir cette métacroyance. Et ça va devenir des certitudes, des convictions, et qui vont être des piliers de ma vie. D'accord? Et c'est ça qui… Alors, ce n'est pas gênant quand ça n'entrave pas l'action. Quand ça entrave l'action, ça devient terriblement gênant. Alors, qu'est-ce que nous apprennent les neurosciences par rapport… Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Je regarde l'heure. Ouais, ça passe vite. C'est bon? Qu'est-ce que nous apprennent les neurosciences sur les croyances limitantes? Alors, on va faire un petit pas de côté, là. Ce n'est pas que les… Mais vous allez voir, c'est quand même très intéressant. Ah, à votre avis, combien on prend de décisions par jour? J'ai passé la slide vite fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à votre avis, combien on prend de décisions par jour? 10 000, dit Béatrice. 10 000. Ouais. Très peu. Une centaine, 350, des milliers. On prend… Voilà, Non. alors 50 000, une par seconde, hein, c'est que tout est une décision. Oui. On prend environ ce que disent les scientifiques aujourd'hui. Ils disaient 6 000 il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on était à 6 000. Aujourd'hui, on est à 35 000. Alors, c'est une vérité d'aujourd'hui, hein, là aussi. On ne sait pas, on est qu'au début de la connaissance du cerveau. Mais globalement, on nous dit qu'on prend 35 000 décisions par jour. D'accord? Donc, pour gérer ces décisions, il faut des pilotes. Et ces pilotes, on en a deux principaux. On a à l'arrière du cerveau, dans la zone limbique, le pilote, ce qu'on appelle le pilote automatique, celui qui est en mode automatique pour résoudre les situations connues, maîtrisées et simples. Vous voyez, c'est les 3 petits ronds qui sont 3 sous-parties du pilote automatique. Et on a le pilote adaptatif à l'avant du cerveau dans le préfrontal. Son job, lui, il est de gérer les décisions quand les situations sont complexes, sont inconnues et sont non maîtrisées. Alors, on va faire un petit exercice. Vous allez lire à voix haute, le plus rapidement possible, la couleur dans laquelle sont écrits les mots suivants, c'est-à-dire la couleur de leur police de caractère. Allez-y, 3, 2, 1, go. À voix haute. Bleu, vert, jaune, jaune, bleu, vert. Tout ensemble. Ah oui. Il n'y en a qu'une qui parle là. Mettez vos micros. Ah, bah, parce qu'ils n'ont peut-être pas les micros. 2, Allez-y. 3. Vert, jaune, Rouge, bleu, Rouge, vert, bleu, vert, jaune, bleu, vert, jaune, rouge, rouge, bleu, vert, bleu, rouge, vert, vert, jaune, bleu, vert, jaune, rouge, vert, vert, jaune, Ok. rouge, bleu, jaune, rouge. Ça s'est passé comment? Difficile. Difficile? N'importe Ben quoi. non, c'est facile, il n'y a fini qu'à en lire. Ah non, c'est facile parce qu'il y a la couleur et en plus, c'est pas erroné. Oui, mais on veut aller vite. Ah, voilà, là, c'est plus compliqué. Le rouge, il n'est pas rouge. Alors, Ça. maintenant, Ah oui, elle est dernière, Ah c'est oui. vrai. deuxième exercice. Vous faites la même chose le plus rapidement possible. Attention, la couleur dans laquelle sont écrits les mots suivants. Allez-y. Bleu, jaune, Bleu, vert, jaune, bleu, vert. jaune, rouge, Vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu, jaune, blanc, jaune, Vert, bleu, bleu, jaune, jaune, bleu, jaune, rouge, Jaune, jaune, bleu, rouge, vert, bleu. OK. bleu, ouais. C'est plus difficile. Alors, Waouh. waouh. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, c'est complexe. C'est pas automatique. Bien. Ah, voilà. Merci pour le mot. C'est pas là, c'était Pas le automatique. premier, c'était vous étiez dans votre pilote automatique. Ouais. C'est connu, c'est simple et c'est maîtrisé. Mon cerveau, il est feignant, mon cerveau, hein. Donc, en fait, dans le mode automatique, je sais que le rouge qui est rouge, je le dis vite, quoi. À partir du moment où je suis dans une situation qui est moins connue et moins maîtrisée, ce qui est le cas là, dans le deuxième exercice, vous êtes passé en mode adaptatif. Ouais. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe en mode adaptatif? Il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Ouais. Plus lent. Il est plus lent. Voilà, ça c'est très important. Passer en mode adaptatif, ça veut dire accepter la lenteur. Dans un monde où tout va toujours plus vite, c'est pas être compliqué pour nous, hein. Mais ça c'est très important ce qui vient d'être dit exactement. Le mode adaptatif. Et il faut accepter de comprendre la consigne et ensuite de se mettre en action en fonction de la consigne. Oui. L'effort, il faut accepter de faire effort. Il faut faire un effort, hein, exactement. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, mon pilote automatique, il va prendre plus de… Alors, on dit 90, il semblerait, j'ai eu une conférence la semaine dernière, que ce soit 99,4% des décisions. Il va prendre la majorité de vos décisions. Hein, donc, dans la vie, vous allez faire marcher à fond la caisse votre pilote automatique, votre zone limbique. Et l'adaptatif ne va gérer que 10% des décisions qui vont être prises. Concrètement, le pilote automatique, il prend les décisions de me lever, de me doucher et d'enchaîner toutes mes décisions si je reste dans des situations connues, simples et maîtrisées. Le matin, quand vous vous levez, c'est le pilote automatique. Vous savez que le réveil sonne, ça veut dire je dois me réveiller, je vais réveiller les enfants, après je vais faire le petit déjeuner, je prends ma douche et je pars au boulot et je me mets au boulot. Et pour certaines d'entre vous, je suis sûre que vous êtes en pilote automatique pour aller de chez vous au boulot et que vous ne savez même pas le chemin que vous prenez parce que votre cerveau l'a totalement intégré. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Hein, Oui. ça peut même être dangereux parce que parfois, moi, je vais même vous donner un exemple. Une fois, j'ai oublié ma petite fille dans ma voiture. J'étais en pilote, c'est pas moi qui l'emmenais le matin, j'étais en pilote automatique. Je suis partie de la maison, je l'ai mis à l'arrière de la voiture, je suis arrivée au bureau. Et au moment de sortir de ma voiture, j'ai vu ma petite fille qui était en maternelle, qui était derrière. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Et je m'étais mis en pilote automatique et pas en mode adaptatif. J'étais passée dans un mode inconnu, entre guillemets, puisque ce n'était pas moi qui l'emmenais le matin, et je n'ai pas changé de pilote. Donc, voilà à quoi ça peut amener. Et mon cerveau était totalement parti en mode automatique. En mode automatique. Donc, le mode automatique de mon cerveau, c'est important ce qu'a dit tout à l'heure. Je prends des décisions, à l'inverse de ce qui a été dit sur la lenteur, rapides, efficaces. Et c'est là où règnent toutes nos croyances. Et c'est là où ça a rapport avec notre sujet. C'est que c'est dans cette partie du cerveau à l'arrière que va se situer toutes nos croyances. Donc, nos croyances vont nous permettre de prendre des décisions rapides dans des situations connues et maîtrisées. D'accord? Pour gérer notre quotidien, donc on reste dans notre zone de confort avec le pilotage automatique. On prend des décisions et ces décisions, elles sont bonnes. On les juge comme bonnes. Elles sont fiables, elles sont efficaces et elles s'appuient sur 6 leviers. 6 leviers importants qui sont la routine, la persévérance, la simplification, la certitude, l'empirisme et l'image sociale. Et quand j'ai pris ma décision, qui va vite, en plus, je reçois une récompense pour l'efficacité de ma décision. Ça s'appelle la dopamine. Et vous savez ce que c'est la dopamine? C'est l'hormone du plaisir. Du bonheur. Ouais, du plaisir immédiat. Donc, en fait, je vais chercher à faire marcher mon pilote automatique le plus souvent possible. Parce que je vais être complètement droguée à la dopamine. Mon cerveau du pilotage, il adore la dopamine. Et son objectif, c'est obtenir du résultat et réussir à tout prix et surtout
Qu'est-ce qu'il aime? Éviter l'échec. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe quand le pilote automatique détecte qu'il est dans une situation non maîtrisée et que ça va être complexe? Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la main au pilote adaptatif. On appelle ce changement de pilote la bascule. Alors, je ne vais pas vous demander de retenir tout ça, mais ce qui est important pour vous, c'est juste de comprendre que quand vous prenez des décisions rapidement, vous êtes en pilotage automatique et que quand vous commencez à avoir des difficultés parce que vous êtes dans une situation non maîtrisée, vous basculez et vous allez dans l'adaptatif. Mais à la différence de l'automatique qui est très rapide pour décider, l'adaptatif, il prend le temps de réfléchir à différentes solutions. Son but, c'est essayer pour apprendre. C'est notre zone d'apprentissage et lui, il s'appuie sur 6 comportements. La curiosité, l'acceptation, la nuance, la prise de recul, la réflexion logique et l'opinion personnelle. Et lui, il n'est pas attaché à la réussite à tout prix. Sa récompense, ce n'est pas la réussite. Vous savez ce que c'est, sa récompense à votre pilote adaptatif? C'est la fierté. Lui, il est fier d'avoir essayé quelque chose de nouveau. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans notre société où tout va trop vite? Notre pilote automatique, il est devenu totalement allergique à l'incertitude. Il a développé une aversion à l'échec. Donc, pour augmenter son niveau d'efficacité et être sûr de fournir des décisions efficaces, il a créé en place une armée de petites décisions très, 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 très rapides et fiables, qui est basée sur quoi? Sur vos croyances et sur vos biais cognitifs. Du coup, il ne donne plus la main au pilote adaptatif. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reformuler? Vous avez dit que le pilote automatique est altéré par nos… C'est le siège de vos croyances. Oui. Mais l'adaptatif, L'adaptatif, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Vous étiez en pilotage automatique quand les couleurs correspondaient aux mots écrits. D'accord? C'est facile, c'est rapide, vous n'avez même pas à réfléchir. Tout ça, ça va vite. Quand vous êtes dans une situation connue, mais maîtrisée, non connue, non maîtrisée, ce qui était un peu l'exercice 2, vous voyez qu'il faut accepter d'être plus lent, qu'il faut prendre du recul pour comprendre. Vous avez peut-être eu 2 secondes pour comprendre que le mot rouge était écrit en vert. Hein, donc, et vous faire une opinion personnelle. Et donc là, vous étiez passé en adaptatif. Mais donc ça, il faut accepter, quelqu'un l'a très bien dit, et merci pour celle qui l'a dit, que vous êtes en zone d'apprentissage et que ça prend du temps. Et comme aujourd'hui, on veut que tout aille vite, notre pilote automatique, il prend de plus en plus de décisions et il fait moins la bascule cognitive vers l'adaptatif. Donc, on force, quelque part, on force. C'est pour ça que j'ai bugué. Ah ben alors, je me suis trompée, c'était le contraire, mais le pilote automatique… D'accord, ça marche. Voilà, le pilote automatique veut prendre de plus en plus de décisions. Et il ne fait pas la bascule cognitive, il fait de moins en moins la bascule cognitive. D'accord? Donc, du coup, quand il ne fait pas la bascule cognitive, il ne donne plus la main au pilote adaptatif. Et persuadé, pourquoi il ne donne pas la main? Parce que le pilote automatique veut du succès. Le pilote adaptatif, lui, il n'est pas en recherche de succès. Lui, il va être en recherche d'une nouvelle façon de faire et de la fierté d'une nouvelle façon de faire, mais pas forcément, il ne recherche pas le succès à tout prix. Est-ce que c'est plus clair? non. C'est pas clair. Non, en fait, si j'ai bien compris, donc on a une tendance à basculer de plus en plus sur le cognitif et moins sur l'adaptatif aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rester sur des réflexes. On va rester sur le pilote. Sur le Donc, pilote sur le pilote, alors Automatique. Sur le pilote automatique, c'est-à-dire que vous allez checker dans votre cerveau par rapport à l'expérience passée, par rapport à vos croyances, par rapport à vos biais cognitifs, et vous allez prendre des décisions qui vont, selon vous, mener au succès parce que vous voulez un succès rapide. Or, comme on va de plus en plus vite, sur des décisions non maîtrisées, sur des situations non maîtrisées, on devrait faire la bascule. Et on l'a fait. Donc, comme on l'a fait pas… J'ai une question par rapport… Je ne veux pas vous perdre. Là, on faisait un petit pas de côté sur le… Ah, il y a peut-être quelqu'un qui doit fermer son micro. On faisait un petit pas de côté par les neurosciences parce que c'est quand même très, très complexe. Hein. Mais l'idée, c'est simplement de se dire… Je pense qu'il y a… Il y a peut-être quelqu'un qui doit fermer son micro. Voilà.
c'est simplement de se dire que vos croyances, elles sont dans le système de pilotage automatique. D'accord ? Et du coup, ça vous fait prendre… Là, c'est un petit peu complexe quand même. Je voulais vous emmener là-dedans, mais c'est quand même un petit peu complexe. Ça peut créer de prendre des décisions rapides qui sont basées sur vos croyances, qui sont basées sur vos biais, qui sont basées sur l'instinct, parce que là, c'est les 3 gouvernances dans le pilote automatique, c'est l'instinct, le grégaire, le social et l'émotionnel. Ça peut amener à des mauvaises décisions et créer des zones de stress et donc aller vers l'échec. Donc, tout le but du jeu, je vais passer un peu tout ça, tout le but du jeu, c'est de revenir à faire travailler l'adaptatif, le cerveau adaptatif. Et pour faire travailler l'adaptatif, je vais vous dire un mot qui va vous sembler très simple, c'est think out of the box. OK ? Voilà. Quand on commence à regarder la situation sous un autre angle, c'est-à-dire qu'on va lâcher notre perception ancrée, qu'on va lâcher nos certitudes, qu'on va donc lâcher nos croyances, qu'on va lâcher notre représentation du problème, eh bien, on va faire marcher notre cerveau adaptatif. Tout à l'heure, je vous ai dit au début, croire, c'est facile et raisonner, c'est difficile. Vous vous souvenez de cette phrase ? Oui. Donc, toutes les décisions qu'on va prendre, puisqu'on prend plus de 90% des décisions dans notre vie avec notre pilote automatique, sont des décisions basées en grande partie sur la certitude et sur les croyances. Et c'est ça le message. Le message, c'est de vous dire que pour lâcher vos croyances, ça va demander de la lenteur, ça va demander de l'apprentissage, ça va vous demander de la déconstruction et ça va vous demander de ne pas vouloir viser le succès. Et c'est ça la notion un petit peu nouvelle. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'on est tous égaux dans le fonctionnement des cerveaux, puisqu'il y a des gens qui sont plus à l'aise pour imaginer, par exemple, ou pour créer, et moins à l'aise dans la routine. Enfin, après, c'est peut-être des croyances aussi. Alors, mais c'est pas une histoire d'égalité, c'est une histoire de différence. Non, c'est pas. Alors moi, je suis une forte adepte de la pratique jungienne et notamment sur les styles de personnalité. Et franchement, on le vérifie. C'est pas une histoire d'égalité, c'est qu'on fonctionne différemment. Oui. On fonctionne tous différemment, pareil, dans notre représentation au monde, dans notre façon de prendre l'information, de résoudre des solutions et de vivre. Et ça, on peut faire les contours de personnalité et on voit qu'on est tous différents. Par contre, dans la façon de prendre nos décisions, même si les drivers de nos décisions vont être différents selon les personnalités, ce qui fait le creuset de nos décisions, c'est-à-dire croyances, biais cognitifs, expériences passées, etc., tout ça, c'est les mêmes pour tout le monde. Là où on n'est pas, et là je veux bien avoir le terme d'égalité, mais ça, il faut travailler sur soi. Et la première chose à travailler, c'est prendre conscience de ses croyances. Si vous prenez pas conscience de vos croyances, vous serez évidemment, entre guillemets, moins alerte que quelqu'un qui réfléchit à chaque fois qu'il va être envahi par ses pensées, qui va se dire « Ah là, est-ce que ma pensée est une pensée limitante ou est-ce que c'est une pensée qui va me pousser ?» Si vous commencez, et on verra dans le dernier chapitre, si on commence à réfléchir comme ça, on va parler d'inégalité parce que vous serez en avance, bien sûr. Oui, ok. C'est plus clair ? Oui, merci. Alors, évidemment, on arrive à la chose importante, c'est faire tomber ses croyances. Parce que c'est ça le but du jeu. Le but du jeu, alors évidemment, c'est faire tomber ses croyances limitantes. Je n'ai pas rajouté, mais ce n'est pas les croyances ressources. Les croyances ressources, on les garde. Si on a eu la chance d'avoir été élevé avec « tu es capable de tout faire, toi tu vas toujours réussir, toi tu es capable de tout », il y a des enfants qui sont élevés comme ça. C'est formidable. Alors, moi qui ai vécu en Californie, je peux vous dire que les petits Américains, ils sont tous élevés comme ça. Et que quand on les voit arriver au lycée, en high school, c'est clair qu'ils ne sont pas comme nous. C'est clair que pour eux, tout est possible. Alors après, ça va de temps en temps dans l'excès, mais globalement, à 90%, c'est quand même que du bonheur de voir comment l'estime de soi de ces enfants-là a été profondément nourrie. Et que du coup, ça leur donne les armes pour avoir confiance en soi. Et pour la confiance en soi, ça facilite tout. Ça facilite l'envie de faire des choses, ça facilite le passage à l'action. Évidemment, ça facilite l'envie de sortir de sa zone de confort.
et donc d'aller vers des actions qui sont plus grandes que ce qu'on pense pouvoir faire quand on s'auto-limite. Donc, les étapes pour faire tomber nos croyances, à quoi ça sert? Pour vivre la vie qui nous ressemble, la vie qu'on a envie de vivre. C'est ça l'intérêt. Hein. Mais ce n'est pas facile. Hein, Mark Twain, qui est écrivain anglais que j'aime beaucoup, dit « On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. » Einstein disait « Il est plus difficile de désintégrer une croyance qu'un atome. » Donc, c'est compliqué de désintégrer une croyance. Ce n'est pas parce qu'on va dire « Ok, maintenant, je sais que ma croyance, c'est qu'il faut travailler dur pour réussir. Ce n'est pas parce que je sais que c'est une croyance que c'est fini et qu'elle va plus générer en moi des émotions et donc des comportements. Sinon, ce serait trop facile, évidemment. Il suffirait de ce workshop-là pour que vous n'ayez plus aucune croyance. Alors, on va les identifier ensemble, les croyances, mais et vous en avez identifié un certain nombre. Je vais vous donner des pistes pour les gérer, mais c'est clair que ça ne suffit pas pour les éradiquer, malheureusement. La première étape, c'est évidemment de les identifier. Hein. Identifier ces croyances limitantes pour les détecter. Ce n'est pas si facile parce que souvent, on a trop rarement conscience que ce ne sont que des croyances. On croit que ce sont des certitudes. Hein. Donc, l'indice numéro 1, donc, pour trouver ces croyances, l'indice numéro 1, c'est les généralisations. Ce type de croyances, ce sont des paroles ou des pensées que nous pouvons avoir et qui assènent de grandes vérités générales, sans distinction de cas ou de contexte. Comme par exemple, je suis coach depuis 10 ans, je n'ai plus besoin de travailler sur moi, de me remettre en question, je connais tout, je suis capable de vous parler à peu près de tout. Non, c'est une croyance, ce n'est pas vrai. Ces pensées généralisantes, elles peuvent alors comporter certains mots-clés. Hein, mais le « on », le « personne », le « tout le monde », les gens, toujours « on dit, tout le temps, à chaque fois et jamais. Hein. À chaque fois que je fais ça, personne ne peut me comprendre. Tout le monde pense que je suis… tout le monde pense que je ne sais pas prendre la parole en public. Les gens disent qu'il est plus facile d'être un homme dans le milieu de l'entreprise que d'être une femme. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des généralisations. Et quand vous avez des phrases qui démarrent par là, eh ben, c'est un indice que ça peut être une croyance. Dans les généralisations, on a les « je »,« tu dois »,« il faut », « tout le temps »,« il vaut mieux »,« je »,« tu »,« peux »,« c'est possible »,« capable ». Hein, là, c'est pareil. Le « je peux te », c'est en tant qu'indépendant, il faut que je travaille très dur tous les jours pour réussir. Tu dois t'habiller de telle manière pour être prise au sérieux. Le possible capable, je ne peux pas lui dire ce que je pense d'elle, elle ne pourrait pas l'accepter. C'est une croyance. Il n'est pas possible de monter son entreprise et d'avoir en même temps une vie de famille épanouie. Je ne suis pas capable de dessiner. C'est une croyance. Je suis trop vieux pour changer. Je n'ai pas assez travaillé ou tu n'as pas assez travaillé pour réussir. Je n'ai jamais de chance. Je fais tout le temps les mauvais choix. Devenir compétent dans un domaine prend toujours du temps. Est-ce que ça vous parle? Allô? Oui. C'est bon pour tout le monde là? Ça parle à Oui. tout le monde? OK. Le deuxième indice pour trouver une croyance, c'est les barrières infinies. Parce que souvent, les croyances profondes, elles ne s'énoncent pas aussi explicitement que dans les exemples ci-dessus. Ce serait trop facile. Elles restent alors tapies dans l'ombre de notre inconscient en ne générant que de très discrètes marques dans notre comportement. Hein? L'une de ces petites marques, c'est le pattern de quand on dit « oui, mais ». Le « oui, mais » que vous pouvez retrouver dans de nombreuses situations et qui se répétera sous de multiples formes de manière à toujours avoir une bonne excuse pour ne jamais passer à l'action. J'aimerais bien changer d'activité et lancer ma propre entreprise, mais c'est trop risqué vis-à-vis de mon crédit immobilier. Mais il faudrait d'abord que je trouve un partenaire, mais je n'ai pas le temps de m'y mettre. C'est quoi la croyance sous-jacente?
La croyance sous-jacente de ce que je viens de vous dire, ça pourrait être « je ne suis pas capable de réussir en solo. Si je n'ai pas de partenaire, je n'y arriverai pas. » Ça, c'est une croyance. OK? Oui. Donc, attention, moi, quand je suis partie faire le tour du monde à la voile, demi-tour du monde, le nombre de gens qui m'ont dit « Ah, mais j'adorerais faire ce que tu fais, mais je ne suis pas assez riche. » Ben, c'est quoi la croyance? C'est la croyance que pour aller partir 1 an en bateau, il faut beaucoup d'argent. Les personnes qui nous ont dit ça, je m'en souviens très bien, étaient des personnes qui étaient beaucoup plus riches que nous, et deux n'avaient aucune notion du coût que ça pouvait engendrer. Aucune. Mais cette croyance-là, ça leur permet de nourrir la non-action. C'est l'entrave à l'action. Hein, donc ça, c'est un exemple facile, mais j'aimerais faire un marathon, mais franchement, je sais que je n'en ai pas les capacités physiques. C'est une croyance. Évidemment que comment est-ce qu'on peut juger qu'on a les capacités physiques tant qu'on n'est pas dans le passage à l'action? Donc ça, c'est des barrières infinies qui nous empêchent de faire nos rêves, tout simplement. Le nombre de gens qui disent « Ah, mais j'aimerais tellement… Là, j'avais une cliente qui travaille dans une grande entreprise, qui a un gros poste, mais en fait, son rêve, c'est de devenir fleuriste. J'aimerais tellement être fleuriste, mais les barrières infinies. Mais j'ai peur de l'incertitude, j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent, j'ai peur de ne pas y arriver, etc. C'est les barrières infinies. Donc ça, c'est quand même des choses qu'on retrouve de façon assez flagrante. Le troisième indice pour trouver des croyances limitantes, c'est les sensations de déjà-vu. Hein. Les blocages récurrents dans nos vies sont souvent aussi de très bons révélateurs de croyances inconscientes à l'œuvre. Vous démissionnez, là, pareil, j'ai une cliente, ça fait 3 fois qu'elle se fait licencier, donc elle a été régulièrement licenciée. Eh bien, elle a sa croyance en disant, en fait, l'entreprise n'est pas faite pour moi. Il n'est pas possible d'être heureux dans un emploi salarié. Croyance. Vous finissez toujours par vous épuiser au travail et vous frôlez souvent le burn-out, eh bien, vous avez peut-être la croyance qu'il faut s'épuiser au travail pour être reconnu dans son entreprise ou dans son travail. Voilà. Donc, mettre des mots sur la croyance sous-jacente, c'est un premier pas vers la libération. Hein, parce que une fois que vous avez mis des mots, donc là, l'idée, c'est d'analyser vos blocages récurrents, de voir ce qui s'est passé de façon, pas qu'une fois, mais plusieurs fois, et voir la croyance qui est sous-jacente derrière ça. Est-ce que c'est OK? Oui. Oui. Ouais. Alors, une fois qu'on a trouvé sa croyance, parce que c'est bien de dire, bah oui, moi, ma croyance, c'est qu'il faut travailler dur pour réussir ou qu'il n'est pas possible d'être heureux dans un emploi salarié. Si on prenait celle-là, dans une des méthodes qu'on utilise, donc on identifie la croyance qui est une entrave à l'action, et vraiment j'insiste là-dessus, hein, parce que l'idée, c'est pas de travailler sur toutes les croyances, c'est de travailler sur les croyances qui sont les plus bloquantes pour atteindre vos objectifs. La deuxième étape, c'est on la ramollit, la croyance. Déjà, on l'a identifiée, donc on essaye de poser des mots dessus, en disant d'où elle vient. À mon avis, pourquoi est-ce que je crois à ça? Qu'est-ce qui m'a fait mettre cette graine dans ma tête? Donc, est-ce qu'elle vient de ma famille, de moi-même, d'un groupe, d'une norme sociale? Bon, voilà, on identifie, ce n'est pas tellement le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qui vient après. Le plus intéressant, c'est quoi les avantages de cette croyance? Donc là, en général, on fait… Là, je vous donne juste le process, mais on fait écrire au moins 5 avantages. Qu'est-ce que ça me procure comme avantage de croire que pour réussir, il faut beaucoup travailler? Et ça, ce n'est pas facile, je peux vous dire, de donner des avantages à une croyance. La troisième étape, c'est de trouver les inconvénients de cette croyance. Quels sont les inconvénients de cette croyance? La quatrième étape, c'est qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire? Hein, donc là, on est en train de la ramollir, cette croyance, en train de dire, finalement, cette croyance, et de quels atouts empêche-t-elle le développement?
Là, on va vite, hein, mais ça, c'est des séances d'1 heure. Ça peut être des séances très, très longues, mais ça va vous faire réfléchir. Ça vous fait quand même réfléchir. Si je crois que être une entrepreneur va nuire à ma vie de famille, en fait, c'est quoi l'avantage de croire ça? Parce qu'il y en a des avantages à ma croyance. Alors, il y a des inconvénients, mais il y en a. Moi, j'aime beaucoup travailler sur les avantages de la croyance limitante. Hein, et qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire au réel? Et de quels atouts empêche-t-elle le développement? De quoi vous vous privez, en fait, comme atout quand vous continuez à avoir cette conviction? De ne pas quitter le confort actuel, bien sûr. Par exemple, donc on continue à la ramollir et on travaille sur les conséquences négatives auxquelles je m'expose si je continue à penser de cette façon. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? On fait une espèce de projection. Et puis, je fais un petit exercice où je pense à 3 personnes que j'admire, qui sont un peu mes rôles modèles. Et je me mets ce qu'on appelle en situation méta, quand on est en coaching, qu'est-ce qu'elles penseraient, ces personnes, de la situation, et qu'est-ce qu'elles me diraient? Qu'est-ce qu'elles me conseilleraient? Hein, tout ça, ça permet de regarder le problème différemment. Là, on passe en mode adaptatif, hein, pour ceux qui ont compris tout à l'heure. On est en train de passer en mode adaptatif, c'est-à-dire ma croyance qui est, de toute façon, il faut travailler dur pour vivre, eh bien, je vais la décortiquer. Donc là, je vais faire travailler mon cerveau adaptatif, qui va être de la curiosité, qui va être de la prise de recul, qui va être, et je vais être dans la lenteur, parce qu'il faut que je travaille, parce que ça ne vient pas tout de suite, et je vais voir un petit peu où ça va m'amener, ça. On a fait la première étape, identifier. On a fait la deuxième étape, ramollir ma croyance. Et ma troisième étape, c'est les transformer en croyances ressources. Et là, on arrive dans le positif, si j'ose dire. Enfin, le deuxième était déjà positif. Mais alors, vous écrivez, on ne va pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais l'idée, c'est d'écrire ces croyances les plus limitantes dans votre vie au quotidien, celles vraiment qui vous gênent. Vous les évaluez sur une échelle de 1 à 10. C'est un exercice, je vous signale, qui est compliqué. Donc, on les évalue sur une échelle de 1 à 10 et on modifie la formulation de la croyance en barrant des mots et en les changeant. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Je me trouve moche. Je m'auto-évalue sur une échelle de 1 à 10. C'est une croyance qui est… Donc, je m'auto-évalue 1 sur 10 parce que je me trouve très moche. Je modifie, je fais exprès de prendre cet exemple simple. Je me trouve particulièrement très moche. Je modifie la formulation de la croyance en barrant des mots et en les changeant. Je me trouve particulièrement moche. J'enlève le trait. Puis, donc, je suis à 2 sur 10. Je me trouve moche. Et je vais changer jusqu'à dire que je ne me trouve finalement pas si moche. Je me trouve finalement moins moche que je ne pensais. Je me trouve plutôt belle et on va dire je me trouve plutôt séduisante. Ça va se terminer en croissance ressource. Donc, je passe d'une croissance limitante à une croissance ressource. Pour ça, votre cerveau, il a besoin de lenteur, il a besoin que vous écriviez, il a besoin que vous fassiez l'exercice, comme disait donc Mark Twain, escalier par escalier. C'est-à-dire, si je vous dis, vous passez de la croissance, je me trouve particulièrement très moche, à je me trouve très séduisante, ça ne marche pas. Bon, là, on prend un exemple exprès, très caricatural. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'obtenir une croissance ressource que vous allez travailler pas à pas. Et après, le cerveau est ainsi fait qu'il faut l'écrire beaucoup. Pourquoi? Parce que vos schémas neuronaux, c'est comme la jungle. Si pendant 30 ans de votre vie, vous vous êtes trouvé moche, votre chemin neurologique pour vous trouver moche, il est tracé et très, très bien tracé. Votre cerveau, c'est comme la jungle. Vous avez une serpe. Hein, donc, votre serpe, c'est votre pensée. Donc, si vous écrivez votre croissance ressource 100 fois, je me trouve particulièrement séduisante, et que vous la répétez 100 fois à votre hôte, vous allez, dans vos synapses, creuser le chemin. C'est de la psychologie positive? Oui, ça fait partie de la psychologie positive. Martin Seligman, que j'aime beaucoup aussi, c'est effectivement, on est un petit peu dans ce registre-là. Mais dans l'intelligence, hein, ce qui est très important, c'est de savoir, quand les gens qui ont de l'intuition disent c'est l'intelligence qui va à toute allure. En fait, c'est les liens qui se font dans les neurones. Donc là, vous allez créer un chemin dans votre cerveau qui va vous faire, vos pensées vont devenir des pensées qui sont des pensées réelles. Si
vous savez, alors on a l'habitude de dire une habitude se crée au bout de 21 jours. Bon, maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. Par contre, ce qu'on sait, que ce qui est vrai, c'est que c'est la répétition qui favorise l'habitude et que ça va devenir facile et qu'on va devenir, on va l'inscrire en pilote automatique, finalement, cette nouvelle croyance. Ce n'est pas une croissance ressource, c'est une croyance ressource. On va l'installer dans notre cerveau qui est le pilote automatique. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, mais alors cette répétition, c'est sur combien de temps, en fait, sur ce genre de choses, d'exercice? Parce que là, tu me dis… voilà, déjà, là, je vous donne des concepts. Hein. Après, ça se travaille soit en coaching, soit en… Mais déjà, si vous avez une croyance, pourquoi j'écris croissance à chaque fois? C'est bien sûr une croyance. Si vous avez une croyance qui vraiment, pour vous, vous sentez que c'est une croyance limitante, faites cet exercice-là. Faites cet exercice-là, vous l'écrivez 100 fois, vous le répétez 100 fois à voix haute, mais ça, vous le faites et vous l'écrivez. Vous savez, c'est les mantras. Hein, les mantras, ça marche très, très bien. Hein. Et vous allez l'écrire devant votre bureau, dans les toilettes, où vous voulez, que vraiment elle pénètre votre cerveau. Et vous allez faire marche après marche, c'est-à-dire faites l'exercice en conscience et vous la répétez tout le temps, cette phrase. Je suis une personne séduisante. Je suis une personne séduisante. Ça paraît, moi, avant de faire du coaching et de travailler sur les neurosciences, c'était des choses qui me paraissaient un petit peu… franchement, j'avais un petit peu de mal à adhérer. Mais vous ne pouvez pas imaginer la puissance du résultat. La répétition, la transformation de votre pensée qui va être fait par vos connexions neuronales, ça peut être extrêmement fort. Mais il faut le faire régulièrement et vous allez le faire régulièrement tous les jours. Si vous pouvez écrire tous les jours, 5 fois après dans votre carnet, dans un carnet, que vous êtes la personne la plus séduisante du monde, pour prendre cet exemple-là, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va transformer votre émotion et ça va donc transformer votre attitude et votre comportement. Donc, on peut travailler qu'une seule croyance limitante à la fois. Non. Parce que s'il faut répéter 5 phrases 100 fois, ça va être compliqué. Non, mais ça, vous n'allez pas travailler, vous prenez une croyance limitante et vous dites pendant 1 mois, je travaille celle-là, ou 15 jours. Hein? Okay. Et après, vous avez des croyances qui sont plus ou moins… Il y a vraiment, vous avez 1, 2, 3 croyances qui bloquent vos actions. Vous n'avez pas 100. Vous avez des croyances qui sont neutres aussi. Hein, et puis, vous avez des croyances ressources. Il n'y a pas tant de croyances que ça qui vous bloquent dans la vie. Hein. Mais il y en a. Alors, deuxième chose que vous pouvez faire qui est un peu plus facile, ce que je fais faire aussi, moi, la première, elle est plus dure, mais franchement, elle est efficace. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le déboulonnage et la reformulation. Hein, le travail, alors par exemple, le travail est forcément un calvaire, eh bien, le déboulonnage, quand quelqu'un vous dit ça, le déboulonnage, c'est non. Certaines personnes sont épanouies dans leur travail. Le travail peut être une source d'épanouissement. Donc ça, on est moins dans le déboulonnage neurocérébral, mais quand même. Par exemple, si je prends se tromper, c'est un échec. Si vous avez ça comme croyance limitante, donc je ne dois pas me tromper. Hein, votre blocage, c'est… Il y a des tas de gens qui ne sont pas dans l'action parce qu'ils ne veulent pas se tromper. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Et pourquoi ils ne veulent pas se tromper? Ce n'est pas parce qu'ils ont peur de se tromper, c'est parce que se tromper veut dire échec. Et l'échec, en France, pas du tout aux États-Unis, mais en France, c'est un gros mot. Or, l'échec, ce n'est pas un gros mot, c'est une croyance, ça. Se tromper, c'est un échec, c'est une croyance. Hein, et on apprend bien plus quand on est dans des zones d'inconfort et dans l'échec que dans nos réussites. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, j'ai 58 ans et je peux vous dire que j'ai beaucoup plus appris dans des moments difficiles que dans des moments faciles. Bon, après, il faut les deux, bien sûr. Mais se tromper, c'est génial quand on sait, évidemment, quand ça n'a pas des conséquences dramatiques et quand on arrive que ce n'est pas une question de vie ou de mort et quand on arrive à comprendre pourquoi on s'est trompé. Mais ce n'est pas un échec, se tromper. Ça peut être difficile à encaisser, mais c'est une belle opportunité d'apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est un travail plus léger qui peut aussi être fait, notamment, ça, vous pouvez l'utiliser au bureau avec vos collègues ou vos équipes et avec vos enfants. Ça, c'est assez facile. C'est du déboulonnage et de la reformulation. C'est une autre façon de travailler, c'est un petit peu moins profonde.
Le travail, il faut travailler dur pour réussir. Hein. Déboulonnage pour certaines personnes. Réussir, c'est se faire plaisir. C'est avoir du temps pour soi et pour ses proches et sans épuiser son énergie au travail. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Donc, il ne faut pas travailler dur pour réussir, pas pour tout le monde. Ça, c'est la croyance, le déboulonnage et la reformulation. C'est à chacun de déterminer à quoi ressemble la réussite et de choisir comment répartir son énergie pour y arriver. Voilà. Et souvent, quand les choses sont fluides et viennent facilement, c'est souvent quand les choses sont fluides et facilement qu'on réussit le mieux. Voilà, ça, c'est quelques exemples de déboulonnage et reformulation. Le travail ne peut pas être amusant. Si, certaines personnes s'éclatent dans leur travail. Avec tout le temps qu'on y passe, on a le droit de chercher un travail qu'on a plaisir à faire, même s'il n'est pas évident à trouver. Ça, c'est une reformulation que je n'aime pas trop, mais bon, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Mais oui, le travail, évidemment, qui peut être amusant. Évidemment. Mais ça, c'est un mode, je voulais vous le mettre, c'est un mode quand même plus facile. La 4e étape, pour réussir à vraiment déboulonner ces certitudes, c'est s'entraîner à la visualisation positive. Donc, s'entraîner à la visualisation positive, c'est se représenter mentalement une situation. Là, je vous donne vraiment tout le catalogue. Hein. Après, c'est très touffu ce que j'ai donné. Mais globalement, tout ça, vous pourrez piocher ce que vous voudrez. Vous vous représentez mentalement une situation et vous faites ce que font les coachs sportifs. Vous vous visualisez avec tous vos sens, du visuel, de l'auditif, du toucher. Hein, ça s'appelle la technique des canaux sensoriels et ça marche très bien, la méthode VACOG. C'est poser votre objectif par rapport à la relation au monde qui passe par vos 5 sens. C'est alors tout votre être qui va se projeter vers l'objectif à atteindre. Ça, on le fait souvent en séance, mais ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de se projeter dans le succès. Je vais réussir mon workshop sur les croyances. Voilà, je me projette. Et comment je fais? Je me visualise, comment je me sens quand j'aurai réussi, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mes émotions, visuellement, comment je me vois. Et la 5e étape, on parlait de 6 étapes, la 5e étape, c'est pour déboulonner, une fois que vous avez passé par toutes les autres étapes, c'est commencer par une première action. Et ça, c'est facile. Hein, alors ça, nous, c'est ce qu'on fait beaucoup chez Dare Women, c'est le premier petit pas. Et vous allez voir que ça déboulonne totalement ne serait-ce que ça peut déboulonner des convictions, des certitudes qui sont à la base de vos croyances. Vous êtes convaincu d'être très timide. Allez parler à cet homme à la table de derrière. Demandez-lui de sel. Et puis, vous lui demandez s'il aime bien le resto ou encore le meilleur plat sur la carte selon lui. Vous allez voir qu'il va, au pire, il ne va pas vous répondre parce qu'il n'a pas envie de parler. Au mieux, il va peut-être vous demander de vous asseoir et vous allez passer un bon moment avec lui. Vous n'êtes pas quelqu'un de patient. Vous achetez un Pulse de 500 pièces et vous allez voir que vous allez réussir à gérer votre patience si vous vous donnez comme objectif de le finir. Vous ne vous sentez pas à la hauteur en anglais, très bien. Inscrivez-vous à un cours d'anglais ou regardez des films. Voilà, ça, c'est les premiers petits pas qui sont le début d'une nouvelle route qui va détricoter votre croyance. Moi, je dis souvent chez Dare Women, quand on fait des conférences sur l'audace, j'ai dit, mais dès que vous êtes dans une assemblée, levez la main et posez une question. Et on s'en fiche de la question. Les femmes, vous verrez souvent dans les assemblées, c'est les hommes qui posent des questions. Souvent, les femmes, elles ne posent pas de questions. Pourquoi? Parce qu'elles ont tellement peur que la question ne soit pas assez intelligente qu'elles la ruminent dans leur tête et qu'avant de finir de pouvoir poser la question, elles ont déjà trouvé la réponse, en fait. Et du coup, elles ne posent pas la question. Le nombre de fois, moi, j'ai vu des assemblées, des hommes qui posaient des questions que je ne trouvais pas ou peu pertinentes, mais ils s'en fichent et ils ont raison. Et ils ont raison. C'est nous qui avons tort. C'est nous qui avons tort. Nous, on a peur de paraître ridicule, on a peur de paraître peu intelligent, on a juste peur du regard. Hein, donc, moi, souvent, je dis, pour battre aussi une croyance, et vous allez voir, ça marche très bien, c'est assez puissant, c'est qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là si vous n'aviez pas peur? Ça permet de faire le pas de côté et de voir, et là, on fait travailler aussi, on change, on n'est plus en mode automatique, là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant si je n'ai pas peur? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça peut être appelé un prospect, ça peut être appelé mon patron, ça peut être… Voilà. Et vous allez voir qu'à 80%, il va se passer des réactions positives.
Alors, la 6e étape, c'est mettre en place de nouveaux réflexes. Et ça, c'est important. Parler en je, ça paraît rien, mais quand je parle en je me tire vers le haut, vers le bas, pardon. Quand je parle en je me tire vers le bas. Et quand je parle en tu, quand je me parle en tu, je me rehausse. Donc, on va conscientiser sa façon de se parler. Je suis vraiment trop nulle, je n'y arriverai pas. Votre cerveau, il va jouer avec ça tout de suite. Donc, dès que vous allez parler en je, vous vous tirez vers le bas. Donc, vous allez arrêter de vous parler en je et vous allez vous parler en tu. Tu vaux le coup, tu peux le faire. Tu vas y arriver. Tu es séduisante. Tu es compétente. Tu es une bonne manager et tu vas réussir à faire ce workshop. OK? Ça, c'est facile. Mais il faut conscientiser. Et conscientiser, on est dans le cerveau adaptatif. Évidemment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez maintenant identifier rapidement vos croyances pour les débusquer tout de suite. Et vous allez les débusquer quand vous allez avoir une pensée limitante en vous disant « Tac, est-ce que cette pensée est bonne pour moi ?» Et si la réponse est non, ben vous savez quoi faire. Alors, le 5e point de ce workshop, c'était reprendre le pouvoir sur ses pensées, parce qu'une fois qu'on a tout déboulonné, il faut reprendre la main sur ses pensées. Quand on déboulonne ses croyances limitantes, c'est quand même ça le but du jeu, hein, c'est de pouvoir reprendre la main. Donc, vous ne savez pas ça, mais on a 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour, dont, malheureusement, 80% sont négatives. Et oui. Donc, déjà, quand on entend ça, ça fait peur. Hein. Donc, ça, c'est Daniel Amen, qui est un neurologue, qui dit ça. Le cerveau produit naturellement ces 60 000 pensées. C'est énorme. Alors, plusieurs sont récurrentes, peuvent devenir obsédantes, principalement lorsqu'on leur donne trop de place ou lorsqu'on tente de les chasser. En effet, nous avons tendance à repousser nos pensées, à se dire « arrête de penser à ça ». Donc, si je vous dis « arrêtez de penser arrêtez de, par exemple, si je vous dis arrête de penser à ça, ne pense pas à ton meilleur ami ». Voilà. Si je vous dis « arrêtez de penser à votre meilleur ami », eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous pensez tout de suite à votre meilleur ami. Le cerveau, il est fait comme ça. Plus on repousse et plus ça revient. D'accord? Donc, tenter de chasser les pensées difficiles, l'idée, ça c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est plutôt de transformer la relation que nous avons avec ces pensées. Alors là, j'ai une question. Et comment se répéter une nouvelle croyance quand on n'a pas confiance en soi? Le serpent se mord la queue. Ça, c'est une bonne question que je ne pourrais malheureusement pas traiter aujourd'hui, qui vient dans un environnement plus vaste de la confiance en soi, hein, donc qui se traite avec pas que les croyances. Ça c'est pour Juliette. Mais effectivement, la question est bonne. Donc, on arrive, alors, je vous fais travailler, hein, donc là, vous allez apprendre le concept de diffusion cognitive. Il y a des gens qui disent, mais comment je peux arrêter de penser tout le temps que je suis nulle, ça trotte dans la tête, mes pensées, je n'y arriverai jamais. Donc, il y a des techniques pour ça, qui sont des techniques simples, qui s'appellent, une d'entre elles s'appelle la diffusion cognitive. La diffusion cognitive, c'est quoi? Alors, on va prendre un exemple. Vous prenez une pensée qui est non utile. Une pensée qui est non utile, hein, on l'a vu, c'est une croyance, ça peut être une croyance, c'est une pensée qui entrave vos actions. Je n'y arriverai jamais. Vous la répétez pendant 15 secondes en ajoutant devant « Je suis en train de penser que je n'y arriverai jamais ». D'accord? Donc, vous êtes en train de défusionner votre pensée. Je suis en train de penser, votre pilote automatique, il va chercher sa croyance tout de suite. Je n'y arriverai jamais. Là, on va aller chercher le pilote adaptatif. Déjà, tac, je suis en train de penser que je n'y arriverai jamais. Et vous la répétez pendant 15 secondes. Je suis en train de... on ne va pas le faire maintenant, mais vous allez observer ce qui se passe. Ensuite, vous la répétez encore pendant 15 secondes.
mais en rajoutant devant « je suis en train de penser que je n'y arriverai jamais », les deux mots « je remarque ». Je remarque que je suis en train de penser que je n'y arriverai jamais. Est-ce que vous me suivez tous là? Parce qu'on arrive dans des concepts peut-être un peu… Enfin, le mot est compliqué, diffusion cognitive, mais le process est facile. Non, c'est clair. C'est clair? Donc, vous faites ça, d'accord? Ça s'appelle, et vous pouvez, c'est un mot savant, la diffusion cognitive. En résumé, pour reprendre la main sur toutes vos pensées, et je pense que vous êtes comme moi, c'est-à-dire qu'on a fourmi de pensées qui tournent en boucle dans notre tête, je n'y arriverai pas, j'ai pas assez de temps, je ne sais pas si je suis capable de faire ce séminaire, etc., etc., etc. Je ne suis pas une bonne vendeuse, enfin tout ce que vous voulez. Vous déterminez si votre pensée est utile ou non. Hein. Donc, votre pensée utile, c'est quand c'est quoi une pensée utile? C'est une pensée qui, lorsqu'elle se présente, vous permet de vous rapprocher de la vie que vous souhaitez. Hein, avec la pensée, on n'est pas assez intelligent pour réussir un examen, c'est une pensée qui n'est pas utile. D'accord? Donc déjà, la pensée utile, je vais vous donner une simple. Les enfants m'attendent à la garderie. C'est une pensée utile. Je pense que je ne suis pas assez compétente pour faire ce job, c'est une pensée inutile. C'est une croyance en plus. Donc la diffusion cognitive, elle va travailler sur les pensées inutiles. Ok? Quand elle prend beaucoup trop d'importance pour vous, c'est que vous avez fusionné avec cette pensée. Hein? C'est comme si vous regardiez le monde avec cette pensée. Elle est collée à vous et elle a pris le contrôle. D'accord? Et vous agirez probablement différemment en présence de cette pensée. Par exemple, ça peut amener à vous isoler, à abandonner, changer de plan ou culpabiliser. Hein? Lorsqu'une pensée vous semble non utile, donc on va la diffusionner et vous allez voir que vous allez prendre le pouvoir sur vos pensées. Alors, c'est de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Hein. Là, on est quand même dans des domaines un peu plus complexes. Donc, en résumé, vous prenez conscience que vous avez une pensée qui prend trop d'importance, qu'elle a fusionné. Vous déterminez s'il est utile ou non, s'il vous empêche. Si cette pensée est utile, vous agissez ce qui est important pour vous. Si elle n'est pas utile, vous faites l'exercice de diffusion qu'on a proposé tout à l'heure. OK? Je pense que je vous ai bien farci la tête. Hein. Alors, là, on était voilà, prendre la part aux pensées. Alors, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus facile pour vous à comprendre, enfin, à apprendre aussi, c'est, donc, on pratique la pensée utile, et en deux, ça aide beaucoup, c'est tout ce qui va être, et moi je suis une adepte de ça, tout ce qui va être respiration. Sans doute, certaines d'entre vous connaissent la cohérence cardiaque. Ça vous dit quelque chose, la cohérence cardiaque? Oui. Hein? Donc, très utilisé. Moi, je l'ai appris en Californie. Maintenant, je m'endors en 3 secondes et demie. Utilisé par les GI pour s'endormir n'importe où. Hein. Donc, ça permet de réguler et de mettre en cohérence le système cardiaque et les canaux sympathiques. Donc, vous inspirez pendant 8 secondes, vous bloquez votre respiration pendant 4 secondes et vous expirez par la bouche pendant 8 secondes. Et vous faites ça 10 fois. Et ça sert tout le temps, ça sert à avoir les idées claires, ça sert à calmer son stress quand on fait une prise de parole ou n'importe quoi, avant un événement, avant un entretien, et ça permet de s'endormir. Mais il faut le pratiquer régulièrement. Il y a une autre technique qui marche bien qui s'appelle le moon breathing. Est-ce que vous connaissez ça? C'est une technique japonaise qui marche très bien aussi, c'est la respiration alternée. Vous bouchez la narine droite, ou n'importe, et vous respirez avec la narine gauche. Puis, une fois que vous avez inspiré, vous expirez avec l'autre narine. Ça marche très, très bien aussi. Technique japonaise pour rentrer en pleine conscience et enlever toutes ces pensées parasites. Et évidemment, la méditation, pour celles qui pratiquent déjà, elles le savent. Pour celles qui ne pratiquent pas, la cohérence cardiaque, Jérôme, il y a plusieurs… moi, celle que je connais, c'est celle-là, qui est utilisée beaucoup par les militaires américains, mais il peut y avoir d'autres rythmes dans la cohérence cardiaque, bien sûr. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle est très simple. 8-4-8, en tout cas, moi, elle marche. Elle a tellement bien marché sur moi que du coup, je la conseille, elle marche bien sur les autres. Mais il y en a d'autres, tout à fait. Et vous trouvez des applis là-dessus qui peuvent vous aider
sur la cohérence cardiaque, sur Moon Breathing. Il y a des applis et vous suivez le tempo qu'ils vous donnent dans les applis et ça va très bien. Et puis, la méditation qui permet d'être donc en pleine conscience et de pouvoir arrêter aussi la machine à idées et de prendre de la distance par rapport aux pensées négatives notamment. Et donc à vos croyances. Alors, on arrive à la fin là, hein. Je suis dans le tempo. Un peu débordé, mais c'est passionnant. J'ai débordé là. Mais non, mais c'est super. Vas-y. Alors, l'essentiel à retenir, hein, vous avez la possibilité de modifier vos croyances ou votre façon de penser. Et ça, c'est magique et c'est magnifique. Et je vous jure, ça change la vie. Vous aurez toujours des croyances limitatives sur lesquelles travailler. Et ça, ce n'est pas grave, parce qu'il y a des croyances limitatives qui sont importantes. Le plus important, c'est de savoir ça. Vous avez maintenant la connaissance que vous avez des croyances et que vous pouvez les modifier. Mais qu'il faut les modifier, parce qu'en fait, ce sont des freins. Ce sont des freins dans vos actions et surtout dans votre épanouissement personnel et professionnel. Pour travailler sur vos croyances, bon, ça c'est simple, vous devez d'abord réussir. Le plus important, c'est identifier les biens, celles qui vous sont propres et celles qui vous gênent, et reconnaissez-les comme étant des freins limitants à votre possible épanouissement. Et je finirai sur cette phrase de Mark Twain, qui a, moi, guidé ma vie depuis une quinzaine d'années. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Moi, je trouve personnellement cette phrase absolument magnifique. Et cette phrase lève tous les freins et toutes les croyances qu'on peut avoir sur tout. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ah oui, petite bibliographie, si ces sujets vous intéressent. Le fabuleux pouvoir de votre cerveau, peut-être certains connaissent déjà Deepak Chopra, qui est le maître à penser du cerveau. Il a fait 2 livres intéressants, donc Le fabuleux pouvoir de votre cerveau et Méta-humain. Méta-humain, c'est précisément sur les croyances. Alors, il y a Marion Blick qui a écrit un livre qui s'appelle « J'arrête les croyances limitantes ». Je vous l'ai mis, je ne suis pas dingue de ce bouquin, mais ça me donne quand même des pistes intéressantes. Le pouvoir des affirmations positives et de la visualisation, ça c'est un petit livre très facile avec une application directe. Et puis, je vous conseille un podcast qui parle du cerveau. Et vous allez voir, alors, il ne parle pas forcément des croyances, mais c'est lié parce que c'est tous les automatismes que vous allez découvrir sur votre cerveau. C'est sur France Culture. Ce sont les podcasts de France Culture et c'est la série de podcasts d'Albert Moukaïber qui est psy et docteur en neurosciences, qui est passionnant. C'est des petits podcasts de 9 minutes et c'est super intéressant. Voilà ce que j'avais à vous dire à toutes et tous sur… là, j'ai arrêté le partage, non? Je ne sais plus. Si… Oui, c'est parfait. Ah non, j'avais une question, c'était… est-ce que vous avez… Ah oui, j'avais 3 questions dans ma conclusion. C'est qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Et quel va être votre prochain pas, évidemment. Voilà, oui. Donc, merci de m'avoir écouté. Je sais que c'était dense, mais au moins comme ça, vous pourrez piocher des façons de faire, celles qui vous correspondent le mieux. Si vous avez des questions maintenant, voilà, je ne sais pas si on a le temps, mais si vous avez quelques questions, allez-y. N'hésitez pas. Bonjour, moi je veux bien poser une question. Je suis Alice. Bien sûr. Et je n'ai pas du tout compris l'idée de repousser une idée, parce que plus on la repousse, plus elle va revenir forte. Et là, je me suis perdue. Ce n'est pas la repousser, c'est la défusionner. Ok. Voilà. Et vous étiez sur l'idée qu'on a 60 000 idées par jour, 80% sont négatives, et donc on va les repousser. Non, enfin, l'idée, c'est d'essayer de se débarrasser des idées négatives. D'accord? On a 80% d'idées négatives, mais dans ces 80% d'idées négatives, il y en a qui vous gênent. Il y en a d'autres, ce n'est pas grave, hein, c'est comme les croyances. Il y a des croyances qui vous gênent, d'autres qui ne vous gênent pas. Donc, l'idée, c'est de dire, avec ces idées négatives, c'est-à-dire que, en fait, les idées négatives qui vous gênent, c'est celles que vous allez vous donner en permanence, qui vont tourner en permanence dans votre tête. Hein. Par exemple, j'en sais rien, moi, je n'arriverai jamais à parler anglais, de toute façon, je suis nulle en langue, voilà, c'est comme ça, etc. Donc, plus vous allez vous dire ça, plus vous allez être convaincu que vous allez être nul. On est d'accord? Hein. L'exemple, c'est, je vous demande de ne pas penser à votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous faites directement? Vous allez tout de suite dans votre tête chercher qui est votre meilleur ami et penser à lui. Et vous allez vous le visualiser. Donc l'idée, c'est juste ça, c'est de se dire, si vous avez une idée négative,
auquel vous pensez, plus vous y pensez, plus vous y pensez. Voilà, c'est simple, c'est comme ça, c'est automatique. Donc, on fait un exercice de diffusion. Hein, je répète, c'est tiré de la thérapie de l'acceptation, hein, ça s'appelle. Et on prend une pensée non utile. Je n'arriverai jamais à prendre la parole en public. Vous la répétez 15 secondes en rajoutant devant « Je suis en train de penser que je n'y arriverai pas ». Donc là, vous allez envoyer une autre information. Vous n'allez pas envoyer l'information « Je n'y arriverai jamais ». Vous envoyez l'information « Je suis en train de penser que je n'y arriverai pas ». Après ce workshop, si vous avez du temps, faites-le sur une de vos affirmations et envoyez-moi un petit mot. Ça m'intéresse parce que ça marche très bien. Donc, vous faites ça et après ces 15 secondes, vous recommencez en disant « Je remarque ». Donc, le premier, c'est « Je suis en train de penser que je n'y arriverai jamais ». L'étape d'après, c'est « Je remarque que je suis en train de penser que je n'y arriverai jamais ». Et vous allez voir que, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de mettre de la distance, de défusionner ce que vous croyez, ce que vous pensez avec ce que vous observez. Ça s'appelle la diffusion cognitive. D'accord, très clair. Ça y est, je l'ai. Je vous ai donné tellement d'informations que je comprends, mais ça va vous donner du recul. Et ça Oui, j'ai compris l'idée. Et vous allez accepter leur présence, mais vous allez leur donner leur juste place. Juste place, oui. Ok, je vois très bien. Merci, Frédéric. Voilà. Donc, moi, bon, alors voilà. Donc, sinon, je suis à votre disposition pour… voilà, si vous pouvez me contacter. Hein, oui, c'est ça, on peut… voilà, je vais vous mettre mon mail. Oui, très bien. Si vous avez des blocages, des trucs, donc je suis coach et je fais ce genre, évidemment. Je fais aussi d'autres… c'est un petit peu, Frédéric, comme la déprogrammation cellulaire, non? Alors, je ne sais pas bien ce que c'est la déprogrammation cellulaire, c'est quelque chose que je ne fais pas, mais oui, on est dans le même registre. Dans le même registre. On est dans le même registre, tout à fait. Quand je regarde ton mail, ouais, super intéressant. Tu es basée sur Paris? Oui, je suis à Paris. Ouais. Et si ça vous intéresse, donc je suis aussi, donc j'ai fondé cette association. Donc d'un côté, j'ai mon cabinet de coaching, de l'autre côté, je suis présidente de Dare Women. Et Dare Women, on fait des conférences, on fait des rencontres, on fait des tas de choses dans l'entrepreneuriat. On a une branche entrepreneuriat, on a une branche handicap. Et toute l'idée, c'est d'accélérer l'audace. Donc ça passe par tout ce qu'on vient de dire là. Hein. Ah ouais, on a la semaine prochaine un workshop, par exemple, avec une conférencière spécialisée sur la charge mentale et le burn-out. Ah ouais, super. Une des expertes. Et comment on fait du coup pour ça? On peut s'inscrire sur ton site ou pas du coup? Alors, vous allez, donc, c'est ouvert même aux gens, alors soit vous adhérez à l'association, soit vous allez sur le site darewomen.org. Je vous mets l'adresse et là, vous avez les ateliers. D'accord. Voilà. Et on a un parcours entrepreneur qu'on vient de créer avec BNP Paribas. Je pense qu'il faudrait faire un lien avec les alus. Je ne sais pas si elle est là, Camille Bus. Peut-être je vais prendre contact avec elle parce que je pense que ce serait génial de faire participer les Escayennes à ce parcours qui est extrêmement riche et qu'on a bâti en partenariat avec BNP Paribas sur des ateliers tout au long de l'année. Bon, D'ailleurs, on t'invite, Frédéric, au déjeuner des entrepreneurs. Oui, mais je l'ai noté, voilà. Tu m'as dit, je l'ai noté, donc très bien. On en a parlé tout à l'heure, donc ça sera peut-être l'occasion pour les unes et les autres d'échanger sur… Tout à fait. En tout cas, sur ce sujet des croyances qui me passionnent et qui, franchement, ça marche quoi, quand on les a identifiées, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me contacter par ailleurs. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce que tu acceptes de nous envoyer ta présentation pour qu'on puisse, du coup, en dehors du webinaire qui est enregistré, pour qu'on puisse effectivement avoir un support écrit pour travailler plus? Alors, je vais